Bon, ben, nous allons commencer pour évoquer ce thème un peu particulier qui est la France et l'Union européenne, le retour du politique. Il me paraissait important d'avoir un regard sur ce retour du politique en France concernant les questions européennes, bien évidemment, parce qu'au fond, pendant de nombreuses années, on a eu l'impression que la France était un peu absente de ce débat et de ces préoccupations européennes. Alors, c'est vrai que c'est le résultat de l'élection présidentielle de 2017 qui change un petit peu la donne, puisqu'à l'issue du deuxième tour, il y a eu effectivement, entre les deux derniers candidats, un débat sur les questions européennes et notamment sur l'euro, puisque c'est l'un des thèmes qui a été fort et un peu majeur à l'occasion de ce débat du deuxième tour. Et dès que Emmanuel Macron a été élu, il a commencé à embrayer sur les sujets européens par, au fond, des démarches diplomatiques pendant l'été de 2017, démarches diplomatiques sur le sujet de la révision de la directive sur les travailleurs détachés. Et c'est un élément important, il a rencontré beaucoup de chefs d'État, chefs de gouvernement, notamment des pays d'Europe de l'Est, mais c'est un déplacement qui a eu des conséquences. Alors cette élection présidentielle un peu inhabituelle sur beaucoup de points, bien évidemment, n'est pas totalement en décalage avec ce que pensent les Français sur la construction européenne. Et je crois que c'est important, et à voir cela, je m'inspire des eurobaromètres. Les eurobaromètres sont faits tous les 6 mois par l'Union européenne auprès des populations des 28 États membres. Et l'on sonde les populations des 28 États membres sur une série de questions. Et lorsqu'on regarde cette première question, on s'aperçoit que les Français, par exemple, à 72% sont favorables à l'euro. Je dis bien 72% favorables à l'euro. C'est un élément qui n'est pas à négliger, ce qui explique que les hésitations de Marine Le Pen lors du débat du deuxième tour sur cette question de l'euro, on pourrait y revenir. Et puis, en même temps, et c'est le paradoxe français, les Français sont favorables à l'euro, et je ne parle pas de tous les autres, puisque je ne vais parler que de la France aujourd'hui. Favorables à l'euro, et simultanément, quand on regarde un autre sondage, juste après, les Français ne sont pas très optimistes, ne sont pas, on pourrait dire, n'ont pas une idée très forte de leur influence sur l'Union européenne. 41% des Français considèrent que leur voix compte en Europe. Favorables à l'euro, mais leur voix ne compterait pas beaucoup, puisque c'est 41% des Français, leur voix ne compte pas, vous l'avez, 42, je vois mal d'ici, 42, et de l'autre côté, 49 qui sont très défavorables, qui voient vraiment cette dimension. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que, d'une certaine manière, la France a aussi un échec qui est le référendum de 2005. Le référendum de 2005, les Français ont rejeté le traité établissant une constitution pour l'Europe. C'est un élément qu'il ne faut pas avoir, qu'il faut avoir à l'esprit. Et ça a des traces, ça a mis des traces sur l'ensemble du personnel politique français. Alors, c'est vrai que sous la présidence de François Hollande, on peut dire que la France, au sens politique, a un peu disparu des radars en termes de propositions. Et parce que le président n'était pas très à l'aise face à une Allemagne qui tenait beaucoup à la rigueur, et il voulait une rigueur très précise, et donc des faiblesses économiques, financières et budgétaires. Le seul moment où le président Hollande a été vraiment très tenace, c'est face à la crise grecque pour défendre la Grèce dans la zone euro. Il a défendu la Grèce dans la zone euro, alors que certains Allemands auraient souhaité même que la Grèce quitte la zone euro à ce moment-là. Alors, ce silence français, c'est le référendum. Mais ça a aussi des conséquences, ce référendum, lorsqu'a été adopté le traité de Lisbonne. Beaucoup de Français ont considéré que l'adoption du traité de Lisbonne était une trahison à l'égard du référendum de 2005. Et si l'on regarde, dernier élément, les élections européennes, la France a envoyé 24 députés sur 74 députés français, 24 députés du Front National au Parlement européen, la plus grosse participation d'extrême droite au Parlement européen, ce qui a permis
au Front National de constituer un groupe politique au Parlement européen, Europe des nations et des libertés. En ce moment, le Front National se divisant, ça entraîne que les députés européens ont quitté ce groupe pour être non inscrits, puisque c'est par rapport au groupement des patriotes, c'est un peu plus compliqué maintenant, mais c'est un signe. Et les Allemands ont vu que la France envoyait 24 députés du Front National opposés à la construction européenne. Alors je vais m'efforcer, en essayant de ne pas être trop long, de traiter cela sur le temps long. Parce que je crois qu'il faut avoir un regard sur une longue période lorsqu'on évoque la question européenne ou l'Europe. D'abord, la France a été incontestablement moteur de la construction européenne pendant de très nombreuses années. Je dis bien moteur de la construction européenne, parfois même seul au départ comme moteur de la construction européenne, au moins jusqu'en 2005. Ensuite, à partir de 2005, le référendum négatif français a entraîné en quelque sorte un retrait, si l'on peut dire, de la France des propositions européennes à partir de 2005. Et enfin, le retour français, il n'a que quelques mois, mais depuis la moitié de 2017, il y a un retour politique, j'insiste là-dessus, un retour politique de la France par toute une série de propositions sur le dossier européen. Alors, premier élément, la France motrice de la construction du projet européen jusqu'en 2005. C'est assez clair, je vous donnerai quelques étapes, ça remémore quelques souvenirs sur la construction européenne, mais les Français sont largement à l'origine de cette construction. Bien sûr, pas seuls, d'autres ont participé, mais largement à l'origine de cette construction. Et c'est vrai que ce sont des personnalités françaises de grande envergure qui ont joué un rôle déterminant dans cette construction. Le premier, c'est Robert Schuman. Robert Schuman qui était né un autre siècle, c'est intéressant de voir les dates de naissance et de décès, un autre siècle, et il a joué un rôle tout à fait déterminant, avec bien sûr le duo Jean Monnet, lui aussi un rôle déterminant. Alors bien sûr, ils ont été compris très rapidement, l'un et l'autre, compris par Konrad Adenauer, compris par De Gasperi ou compris par Paul-Henri Spaak. C'est-à-dire par d'autres Européens qui comprenaient ce mouvement, qui comprenaient ce processus. Pourquoi je les rappelle, et je rappelle ces souvenirs d'une certaine manière, c'est qu'au fond, ces deux personnalités avaient d'une certaine manière à la fois du volontarisme, une clairvoyance et aucune naïveté. Je dis volontarisme, clairvoyance et aucune naïveté, c'est-à-dire qu'ils considéraient qu'au fond, si l'on voulait faire quelque chose, il fallait le faire de manière progressive, par un système d'engrenage, parce que faire tout de suite quelque chose d'exceptionnel était impossible après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un élément fort et déterminant, c'est-à-dire qu'ils étaient hantés par la guerre et ne voulaient pas le retour à la guerre. On n'a pas fait l'Europe, on a eu la guerre, c'est la formule de Robert Schuman. Et ce n'est pas à négliger, il faut s'en souvenir. Alors c'est bien sûr sa déclaration en 1950. J'ai pris quelques extraits volontairement, la déclaration de 1950 de Robert Schuman. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre, il faut un duo franco-allemand essentiel, et enfin, il prévoyait l'idée d'une fédération européenne. On l'a vite oublié en France, on n'a parlé que de charbon et acier, et qu'économie, qu'énergie atomique, mais pas de fédération. Or, dans le discours de 1950, une fédération européenne, c'est l'objectif. Le reste n'est qu'un moyen d'atteindre l'objectif. J'insiste à le rappeler parce que les Français ne savent en général pas ce qu'est une fédération et par conséquent, il est important de le rappeler. Alors, c'est vrai que, au fond, ce qu'ils ont mis en place, je vais vite, ce qu'ils ont mis en place, c'est ce que certains ont appelé l'Europe des petits pas, l'Europe de l'engrenage. L'Europe appelle à faire l'Europe, qui appelle à faire l'Europe, c'est un processus d'engrenage, et ça a toujours fonctionné de cette manière, l'Europe de l'engrenage. Et c'est vrai que sur ce registre, la France a bien sûr rencontré d'autres, et les 6 États fondateurs ont participé à ce processus, bien évidemment l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Italie. Alors, les présidents suivants, au fond, les présidents suivants, chacun à leur manière, ces présidents vont apporter une touche française à la construction européenne. Chacun, plus ou moins
fortement, plus ou moins habilement, mais l'idée d'une touche française et d'un apport. Alors bien sûr, cela se fait après la signature du traité de Rome, que nous avons fêté les 60 ans au début de cette année à Rome, dans les mêmes conditions, dans les mêmes lieux et les mêmes locaux. Alors, si l'on continue, c'est d'abord le général de Gaulle, et à chaque fois je mettrai le duo franco-allemand parce que ça me paraît tout à fait significatif. Le général de Gaulle n'est pas un europhile convaincu. Le général de Gaulle est pour l'Europe des nations. Et d'ailleurs, à l'élection présidentielle, ceux qui se revendiquaient du gaullisme réutilisaient le terme d'Europe des nations. C'est revenu sur le devant de la scène. En même temps, le général de Gaulle, il était favorable à une Europe des nations, mais il ne voulait pas casser la communauté économique européenne et considérait qu'il fallait continuer parce que la France avait une politique qui lui était favorable, la politique agricole commune, et dès qu'il y a eu un problème sur la politique agricole commune, la France a fait la politique de la chaise vide pour empêcher les autres d'avancer. Mais quand le général de Gaulle s'est aperçu que les autres avançaient sans la France, alors il est revenu très rapidement parce que les autres ont considéré que le vote, c'était un vote à 5 et plus un vote à 5 plus 1, le 1 n'étant pas là, c'est un vote à 5, par conséquent, la France est revenue. Le général de Gaulle était aussi très préoccupé par le traité d'amitié franco-allemand. Seul chancelier qu'il a accueilli d'ailleurs chez lui directement dans sa propre résidence. Mais je rappelle que M. Emmanuel Macron veut un nouveau traité franco-allemand en 2018. Il l'a déjà en partie proposé à la chancelière dans des premières rencontres avec la chancelière d'Allemagne fédérale. Si l'on continue, le général de Gaulle était défavorable, il faut le rappeler, défavorable à l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne. Il doit être tout à fait heureux aujourd'hui du Brexit. Le président Pompidou, lui, a pris le contre-pied du général de Gaulle, tout à fait favorable à l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne, parce qu'il n'était pas très favorable à la liaison strictement franco-allemande. Il fallait équilibrer l'Allemagne par le Royaume-Uni. Il était moins à l'aise avec la version allemande qu'avec la version britannique, en quelque sorte, de l'Europe. Et observez que c'est la reine d'Angleterre qui l'accueille, et tout ça est très symbolique, a beaucoup de conséquences. Valéry Giscard d'Estaing, si je continue, et je le présente avec le chancelier Helmut Schmidt. Valéry Giscard d'Estaing est très profondément européen. Il a continué, et il le continue encore à l'évoquer, même dans des conférences qu'il fait, notamment dans les universités parisiennes. Valéry Giscard d'Estaing, au fond, est à l'origine du système monétaire européen. À l'origine du système monétaire européen, parce qu'il avait un dialogue extrêmement fructueux avec un social-démocrate, il n'était pas lui-même social-démocrate, avec un social-démocrate sur la question de non pas de la monnaie, mais du système monétaire européen, qui a joué un rôle important. Mais en même temps, il souhaitait que l'institution qui joue le plus de rôle soit le Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et chefs de gouvernement. Il était moins favorable à l'intégration qu'à l'intergouvernemental. Et il a valorisé l'intergouvernemental aux dépens de l'intégration. Si je continue, bien évidemment, François Mitterrand et son autre Helmut Kohl. Là, c'est la fameuse poignée de main en 1984 à Verdun, première fois qu'un chancelier d'Allemagne fédérale prend la main d'un président de la République. Cette poignée de main n'était pas prévue d'avance. Elle s'est faite sur le champ à Verdun. François Mitterrand était très favorable à la construction européenne. Il n'était pas favorable lorsqu'il était dans l'opposition, il est devenu très favorable lorsqu'il est devenu président de la République. Très favorable, et au fond, il considérait que le chantier européen avait été abandonné par son prédécesseur. C'est un peu rude, mais c'est ce qu'il disait dans les discussions à Fontainebleau. Et donc il fallait redonner du souffle à l'Europe. Ce souffle, ça sera l'acte unique européen qui est très discret. Techniquement, les juristes l'aiment beaucoup, mais il est très discret, très austère, donc j'en parlerai pas beaucoup. C'est au fond l'apport magistral aussi d'un certain Français aussi, Jacques Delors, qui jouera un rôle déterminant comme président de la Commission européenne. Et au fond, c'est aussi ce duo franco-allemand qui joue un rôle décisif pour l'espace Schengen. Et pour la mise en place de l'espace Schengen, nous sommes en 1985 avec l'espace Schengen.
Et après, c'est le traité de Maastricht. Là encore, avec François Mitterrand. Le traité de Maastricht, alors c'est important de l'évoquer quelques instants là aussi, c'est que, au fond, avec ce traité de Maastricht va naître l'Union européenne. On quitte la communauté européenne pour rentrer dans l'Union européenne. Et le traité de Maastricht, dans sa première écriture, disait que les compétences européennes sont exercées de manière fédérale. Je dis bien de manière fédérale. Ce mot de fédéral dans le traité de Maastricht, la première écriture du traité de Maastricht, a fait monter, je ne sais pas où d'ailleurs, les premiers ministres britanniques totalement opposés à rentrer dans un système politique fédéral. Alors, et la petite histoire, elle est toujours très précieuse, face à l'opposition britannique, auquel on venait faire quand même quelques efforts, puisqu'on prenait en charge sa contribution, on la prenait en charge collectivement. Plus exactement, l'Allemagne acceptait de la prendre en charge et François Mitterrand a négocié pour que l'Allemagne la prenne en charge. Très habile aussi, le chancelier Kohl était d'accord. Mais ce mot fédéral, les Britanniques disent il faut l'enlever, sinon on ne ratifiera jamais le traité. Donc il faut enlever le mot fédéral. Alors le chancelier Helmut Kohl dit à François Mitterrand, il l'a dit en français, à François Mitterrand, utilisez le mot subsidiarité. Nous l'avons dans la Constitution fédérale allemande, utilisez-le, c'est formidable. François Mitterrand aurait dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, je le prends, puisque c'est l'Allemagne qui le propose. Et les Britanniques ont dit, nous aussi, on ne sait pas ce que c'est, donc par conséquent, c'est pas grave. Or, le mot subsidiarité, c'est strictement la même chose que fédéral. Mais bien sûr, ce n'est pas le mot qui est employé, c'est la subsidiarité, c'est plus sophistiqué. Et le premier à avoir employé la subsidiarité, c'est Jésus, dire rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est de la subsidiarité aussi, la répartition des compétences. Alors, sur ce registre, c'est important parce que c'est aussi ce traité de Maastricht est à l'origine de ce qui deviendra l'euro. C'est le traité de Maastricht qui signe en quelque sorte le démarrage du processus européen. Et ce que François Mitterrand a obtenu avec le chancelier Kohl, c'est que l'Allemagne abandonne le Deutschmark. L'Allemagne a fait don du Deutschmark dans le système euro. Ce qui explique après que l'Allemagne, on a fait don du Deutschmark, par conséquent, il faut qu'on gère l'euro à la manière allemande et pas à la manière française. Il ne faut pas dévaluer toutes les 5 minutes comme à la manière française. C'est un élément fort, un élément important sur ce registre. Mais ce que veut aussi François Mitterrand, c'est qu'il y ait un référendum sur le traité de Maastricht. Il y ait un référendum sur le traité de Maastricht, et ce référendum, vous le savez, a été positif, accord de la France pour le traité de Maastricht. Il y a même d'ailleurs des responsables politiques tout à fait remarquables qui sont totalement opposés à la construction européenne d'aujourd'hui. Par exemple, M. Mélenchon a fait voter le traité de Maastricht en disant c'est le meilleur traité qu'on ait pu obtenir. La France, c'est intéressant, il ne s'en souvient plus, mais il l'a fait voter, et bien évidemment, il a fait des discours très souvent sur ce traité de Maastricht. Alors, n'empêche que cette dimension, en quelque sorte, est importante sur ce traité de Maastricht. Après, on a un autre... Alors, l'intervention de Mitterrand sur le traité de Maastricht, c'est l'acte le plus important depuis le traité de Rome. C'est la monnaie unique qui fera de l'Europe la première puissance du monde. Aujourd'hui, c'est la première puissance commerciale de la planète, l'Europe, les 28 États européens. Première puissance commerciale de la planète, et le produit intérieur brut de l'Europe, les économistes savent là mieux que moi, on est maintenant à 19 000 milliards d'euros pour 2016. 19 000 milliards d'euros pour 2016, ce n'est pas tout à fait négligeable. Et dans ce dispositif, la France, c'est 2 500 milliards d'euros, je crois, pour le produit intérieur brut de la France. Alors, c'est ensuite Jacques Chirac, qui sourit beaucoup. Jacques Chirac avec le chancelier Schröder. Et là encore, on trouve un duo social-démocrate et plutôt conservateur. C'est intéressant à observer. Et dans ce duo, les relations vont être délicates, difficiles avec l'Allemagne, parce qu'il y a le traité d'Amsterdam et surtout le traité de Nice. Traité d'Amsterdam et traité de Nice de 2000. Et c'est à ce traité de Nice de 2000 que la France perd l'égalité totale avec l'Allemagne. L'Allemagne passe devant, dans le dispositif parlementaire notamment,
il y a là une différence forte sur ce registre. Et Jacques Chirac n'est pas un Européen totalement convaincu. Lorsqu'il fut malade, il y a un certain temps, il avait fait une déclaration sur l'Europe dont il voulait que peut-être on en sorte quelque peu sur ce point. Alors, deuxième temps. Deuxième temps, la France doute de son projet européen de 2005 à 2017. C'est l'échec du traité, l'échec du traité lui-même, bien sûr, établissant une constitution pour l'Europe du fait du référendum négatif de la France. Au Conseil de Laeken, je vais un peu vite, au Conseil de Laeken, il y a une déclaration, il faut aller vers une constitution pour les citoyens européens. Aller vers une constitution pour les citoyens européens, déclaration de Laeken, et ça va entraîner le processus, en quelque sorte, d'élaboration du traité établissant une constitution pour l'Europe. Mise en place de la Convention sur l'avenir de l'Europe, cette dimension est importante, avec démocratie représentative, démocratie participative. Je vais un peu vite, il y a beaucoup de choses à dire sur cette convention. Mais surtout, ce qu'il y a à dire, c'est qu'elle est présidée par un certain Valéry Giscard d'Estaing, qui préside la Convention sur l'avenir de l'Europe. Alors, il y a deux interprétations à la présidence par Valéry Giscard d'Estaing. L'interprétation positive, c'est un Européen convaincu qu'on met à la tête de la Convention et que par conséquent, nécessairement, un beau traité, ensuite épaulé par toute une série d'universitaires français, les choses peuvent aller vite. Ça, c'est l'aspect positif et il en sortira. L'autre aspect, c'est que Jacques Chirac tenait à ce que ça soit Valéry Giscard d'Estaing pour qu'il ne l'encombre plus sur la scène nationale française et qu'il soit pris au moins pendant 2 ans à s'occuper de la Convention sur l'avenir de l'Europe. Vous savez, le lien d'amitié qui est tissé entre ces deux anciens présidents, qui ne se parlent même plus du tout. Maintenant, c'est un peu compliqué avec Jacques Chirac, mais qui, pendant longtemps, ne se parlaient plus au Conseil constitutionnel. Alors, c'est vrai que cette convention, on a dit qu'un esprit conventionnel, et Valéry Giscard d'Estaing a été jusqu'à dire « je me prends pour Jefferson », c'est-à-dire je fais une constitution comme les États-Unis d'Amérique se sont confectionnés. Et Olivier Duhamel a été extrêmement élogieux sur cette constitution, puisqu'il a joué un rôle non négligeable pour l'écriture même du texte. Et Valéry Giscard d'Estaing a défendu, bien sûr, dans un ouvrage, la Constitution pour l'Europe, celle auquel il avait largement participé. Ce projet de la Convention va se transformer en traité établissant une Constitution, traité qu'il faudra bien évidemment ratifier. Cette Constitution, inspirée, c'est vrai, par la France, encore une fois, au travers de Valéry Giscard d'Estaing, il ne faut pas le négliger, sur une série de positions importantes. Les États membres vont devoir se prononcer. Et sur ce registre-là, il y a, vous le savez, 18 qui ont ratifié le traité établissant une constitution, dont l'Allemagne qui a ratifié le traité établissant une constitution pour l'Europe, et 2 États vont voter contre. Alors les suivants disent, c'est pas la peine de s'en occuper, on n'a pas besoin de se préoccuper de ça, notamment la Grande-Bretagne et la Pologne. C'est pas la peine de s'en occuper, on reste à côté. Alors sur ce point, c'est un élément tout à fait important, ce référendum négatif en France. Il y a des aspects positifs à l'égard du référendum, des aspects négatifs. Les aspects positifs, on n'a jamais parlé autant d'Europe qu'avant la veille du référendum de 2005. Jamais parlé autant d'Europe partout. Beaucoup plus de monde pour les conférences qu'aujourd'hui pour évoquer ce que la France fait en Europe. Mais il y a eu un débat rude, difficile, compliqué, mais un débat qui a brisé un certain nombre de partis politiques, à l'intérieur même, je pense au Parti socialiste, qui a été très divisé sur ce traité établissant une constitution pour l'Europe. Il s'est dit pique-pendre sur ce traité, des choses totalement fausses. Alors là, les fausses nouvelles, il y en a eu vraiment à revendre sur le traité établissant une constitution pour l'Europe, la fin du divorce par consentement mutuel, la fin de l'interruption volontaire de grossesse, la fin de plein de choses. Moi j'ai répondu, je me souviens, à des questions, où avez-vous trouvé ça dans le traité? Mais s'il le dit, bah, dites, donnez-moi l'article. Et certains ont fait croire qu'ils étaient vraiment des connaisseurs du droit européen. Après on a découvert que c'est un modeste professeur d'un collège de la banlieue de Marseille qui ne connaissait rien au droit européen, mais il a fait un buzz exceptionnel au travers de cela. Le référendum, c'est ça.
54,87% de non, 45,11% de oui, avec une abstention non négligeable quand même à cette occasion. Mais au fond, ce référendum a donné un signe à tous nos partenaires que la France ne voulait plus progresser en matière politique sur la construction européenne. Qu'une Europe politique, la France n'en voulait pas, puisqu'elle ne voulait pas quelque chose qui porte même le nom de constitution. Et donc, de ce point de vue-là, il fallait continuer le chemin, mais continuer le chemin, ça devient plus difficile. La conséquence, elle est simple. C'est bien sûr des relations tout à fait sympathiques entre le président Chirac et Mme Merkel, qui est là régulièrement. Mme Merkel, elle est encore là aujourd'hui. Des discussions à bâton rompu, mais c'est pas grave. En effet, le président Chirac s'est très peu investi dans le débat sur le référendum. Il a même dit des énormités dans des émissions de télévision. Il ne connaissait pas les réponses lorsque les jeunes l'interrogeaient sur tel ou tel point du traité. Et j'ai constaté qu'un certain Johnny Hallyday avait fait campagne pour le oui au référendum à la demande de Jacques Chirac et à la demande de Jack Lang. Et il avait dit, si le non l'emporte, les Français quitteront la France. C'était la formule employée par un certain John Hallyday, pas en chantant, mais de manière austère et très sérieuse. C'est France Culture qui le rappelle aujourd'hui. Alors, c'est vrai que Jacques Chirac s'est peu investi dans ce processus européen. Il n'a pas vraiment donné de lui-même. Il n'a même pas dit, d'ailleurs, comme le général de Gaulle l'aurait dit, si c'est le non qui l'emporte, bien sûr, je rentre chez moi. C'était une tradition, mais seulement gaulliste, pas plus que cela. Alors, il y a cette dimension. Puisque le référendum a échoué, il faut continuer. Pour continuer, il faut un nouveau traité. Et le nouveau traité sera le traité de Lisbonne. Alors c'est encore un autre couple qui va jouer un rôle non négligeable, encore Mme Merkel, mais cette fois-ci avec Nicolas Sarkozy, et les deux vont s'entendre parfaitement sur l'adoption du traité de Lisbonne. En étant très réaliste, il faut avancer sur ce chemin, il faut faire des choses, et par conséquent, ils ont avancé. Simplement, ça a été perçu, ce traité de Lisbonne, je le disais tout à l'heure, mais je le répète ici, comme une sorte de trahison politique au vote des Français. En effet, le traité de Lisbonne reprend presque toutes les dispositions du traité établissant une constitution, sauf le drapeau, la devise, et tout ce qui peut rappeler une question constitutionnelle. Il n'y a plus de ministre des Affaires étrangères, mais la haute représentante pour les Affaires étrangères et la défense de l'Union européenne, vice-présidente de la Commission. Vous voyez le titre, ministre, c'est plus court, mais on a préféré cela. Et il faut attendre un certain Emmanuel Macron pour que la France ratifie la déclaration sur les symboles de l'Union européenne, après le discours de Mélenchon sur le drapeau de la Vierge Marie à l'Assemblée nationale, drapeau européen. Or, il a fallu attendre, bien évidemment, à ce moment-là, pour que la France signe cette déclaration sur les symboles. Alors, c'est vrai que sur ce registre, je rappelle aussi, et ça paraît important, c'est qu'au fond, ce référendum va marquer la vie politique française durablement, vraiment durablement. Et il est peut-être qu'elle la marque encore, française. Je rappelle que François Hollande, qui était l'homme des conciliations, il faut que tout le monde soit autour de la même personne, va nommer comme ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, qui avait été largement opposé au traité établissant une constitution pour l'Europe. Imaginez nos partenaires allemands voyant arriver Laurent Fabius comme ministre des Affaires étrangères, vous étiez contre le traité, et maintenant vous nous dites que c'est formidable, l'Europe. C'est pas simple pour défendre des... Alors il est vrai que dans les mémoires de Laurent Fabius, qui ont déjà été publiés, ses mémoires en tant que ministre des Affaires étrangères, il est très laudatif sur la construction européenne. Et édulcore très largement son opposition au traité établissant une constitution pour l'Europe. Si je continue, c'est que Marine Le Pen, et je ne l'ai pas mis volontairement, Marine Le Pen, en 2015, au Parlement européen, devant tout le Parlement européen, a fait un discours en s'adressant au vice-chancelier d'Allemagne fédérale, François Hollande. Je dis bien vice-chancelier d'Allemagne fédérale, tous les Européens ont entendu que la France n'était simplement que la seconde de l'Allemagne.
À ce moment-là, ni l'un ni l'autre n'ont bronché, et François Hollande s'est défendu de manière que je considère aujourd'hui comme médiocre par rapport à l'attaque extrêmement dure de Marine Le Pen au Parlement européen. Surtout qu'elle ne venait pas souvent au Parlement européen, mais qu'elle est venue pour les circonstances, bien évidemment. Alors, c'est vrai que François Hollande nommera comme Premier ministre un germanophone pour qu'il puisse dialoguer plus directement avec les ministres allemands. Même, et mon collègue trouve qu'il ne parle pas suffisamment bien l'allemand, mais c'était plus pratique que de rien comprendre à l'allemand. Même Mme Merkel comprenait ce que disait M. Hérault, alors qu'elle ne comprenait plus du tout ce que disait M. Valls lorsqu'il parlait catalan. Alors, troisième élément, le retour de la France. Le retour de la France des projets européens depuis 2017. Alors, bien évidemment, je ne peux m'exprimer qu'en fonction de ce que j'ai lu et entendu, c'est-à-dire les prises de position du président de la République. Les actes ne sont pas encore tout à fait en phase avec l'ensemble des propositions. Alors, il est important parce que cette élection présidentielle de 2017 a été marquée par la question européenne. On avait fait une conférence de l'UPEC sur l'élection présidentielle et l'Europe. Si l'on prenait les 11 candidats à l'élection présidentielle européenne, 3 seulement sur les 11 étaient favorables à la construction européenne. 3 étaient favorables. Tous les autres, d'une manière ou d'une autre, défavorables à la construction. Soit on veut bien l'Union européenne, il faut tout changer, soit il faut quitter l'Union européenne, soit l'Europe des nations. Mais ce n'était pas. On avance sur le même chemin. 3 étaient favorables, François Fillon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron. Cette dimension est importante parce que, au moment du deuxième tour, la question européenne est revenue sur le devant de la scène lors du débat du deuxième tour. Et c'est vrai que Marine Le Pen n'était pas très à l'aise sur la question de la monnaie, parce qu'au sein de son propre parti, la majorité au sein de son propre parti est favorable à rester dans l'euro. Donc si on est favorable pour rester dans l'euro, il est très difficile de quitter l'Europe. Il est très difficile de vouloir l'euro et pas le reste. Donc il y a une contradiction non négligeable. Et ce qui explique d'ailleurs que le Front National se soit divisé entre ceux qui veulent quitter l'Union européenne et ceux qui veulent rester avec des modifications tout en restant dans l'euro. M. Philippot veut aussi quitter l'euro, il veut abandonner tout le dispositif. Alors, sur ce registre, au fond, sur la question européenne, il n'y a pas vraiment de décalage. Là encore, j'aime bien les sondages. Si l'on regarde les sondages, êtes-vous optimiste ou pessimiste sur la question européenne? Vous avez le chiffre, c'est 55% des Français sont optimistes. 55% des Français sont optimistes. Ce sont des sondages de mai 2017. C'est les derniers qu'on ait à disposition. 55% favorables. Optimiste, pardon. Et puis le deuxième sondage me paraît tout à fait important. 64% des Français se considèrent comme citoyens européens. Eh bien, 64% citoyens européens. Ce n'est pas à négliger non plus comme élément. Observez que d'autres, je pense aux Britanniques, ne sont pas tout à fait dans le même domaine, mais ils restent quand même citoyens européens à 54%. Alors même qu'il y a le Brexit. Vous voyez, le processus du Brexit, pas le Brexit encore, mais le processus du Brexit. Alors, c'est dans son discours, son programme de candidat, dans le bouquin Révolution, son programme de candidat, voilà ce que proposait en 2016 le futur président Macron. Une Europe de la sécurité, une Europe de la défense, une Europe de la croissance, avec un ministre de l'économie de la zone euro, un parlement de la zone euro, un budget de la zone euro, une Europe qui protège de la mondialisation, notamment à l'égard de la Chine et de l'Inde, une Europe du développement durable, une Europe du numérique. Une Europe du numérique, telle qui nous est chère, hein, une Europe du numérique, avec une agence européenne pour la confiance numérique. Cette dimension est importante. Alors, à partir de là, il fera 2 grands discours. Le discours d'Athènes, du 7 septembre de 2017. Discours d'Athènes, ce discours d'Athènes est important parce qu'au fond, il y a cette idée qu'il fallait le faire à Athènes, parce que c'est à Athènes qu'est née la démocratie dans le monde occidental, et même dans le monde tout court d'ailleurs, que la démocratie est née avant Jésus-Christ. Et c'est important aussi de rappeler. Deuxième élément, la Grèce
a été en grande difficulté, par conséquent c'est à la Grèce qu'il faut d'abord s'accorder, et celui qui a le plus apprécié parmi les Grecs, c'est le Premier ministre grec qui a beaucoup apprécié le discours de M. Macron. Tsipras, alors que son ancien ministre de l'économie et des finances n'apprécie absolument pas les propositions françaises, il les trouve contre-productives. Il a fait un bouquin sur ce sujet. Alors, c'est l'idée au fond de la démocratie européenne, et il va faire un développement sur la notion de souveraineté. Il ose faire un développement de souveraineté parce que le terme de souveraineté, la plupart du temps, est conservé par les souverainistes anti-européens. Et il considère qu'il faut faire du souverainisme européen, pas anti-européen, mais du souverainisme européen. C'est cette démarche. Deuxième discours, c'est le discours de la Sorbonne. Discours de la Sorbonne qui a lieu le 26 septembre de 2017. Discours de la Sorbonne où il va faire un long développement, près de 2 heures, un long développement sur sa conception de l'Europe. Ce qui est intéressant dans son discours, c'est qu'il fait un diagnostic sur la situation de l'Europe, assez proche du diagnostic de François Mitterrand en 1983, 82, 83. L'Europe est en panne, l'Europe n'est plus aimée, l'Europe est en difficulté, si on ne fait rien, elle disparaît. Il faut faire quelque chose et la France doit être au premier rang pour faire quelque chose sur ce sujet. C'est ce qu'il souhaite et ce qu'il indique. Alors, il dit que les défenseurs de l'Europe se font moins entendre que les opposants à la question européenne, qu'on entend plutôt les nonistes que ceux qui sont favorables à la construction européenne, c'est ce qu'il dit dans son discours aussi. Alors il fixe toute une série d'enjeux. Premier enjeu, aller vers une Europe de la sécurité et de la défense. Vous avez des extraits des discours sur le document qui a été distribué. Il veut une Europe de la sécurité, une Europe de la défense, et il propose un fonds européen de la défense, une force commune d'intervention, un budget de défense commun, une académie européenne du renseignement, une force européenne de protection civile et un conseil de sécurité de l'Union européenne sur le modèle du Conseil de sécurité des Nations unies. Eh bien, au fond, son idée, elle est déjà dans l'air. Elle est déjà dans l'air puisque a été adoptée très peu de temps après qu'il soit intervenu, a été adoptée une coopération structurée permanente le 13 septembre 2017 entre 23 États de l'Union européenne en matière de défense. Et d'accord sur la mise en place de l'Europe de la défense, avec toute une série d'éléments, le texte que tient la haute représentante dans les mains, et c'est celui de ce système de coopération structurée permanente qui va au-delà de ce qui est dans les traités, parce qu'on est à 23, et à 23 on peut faire plus ce que font à 28. Certains n'ont pas voulu en être, d'autres ont souhaité en être. Il y a là tout un élément à voir. Autre élément, la question des migrations est évoquée aussi dans son discours. Les migrations, il faut que la France augmente sa solidarité en matière de migration. Il a annoncé 10 000 migrants supplémentaires par rapport à ce qui avait été précédemment dit par François Hollande. Ce n'est pas le million, bien évidemment, allemand sur ce registre, mais c'est un premier signe qui était donné. Je vous rappelle que le Premier ministre Manuel Valls avait donné des leçons à l'Allemagne dans un discours à Munich en disant « l'Allemagne fait n'importe quoi, la France ne va pas suivre ». Je résume son discours, mais c'était assez brutal par rapport à la chancelière, n'a pas apprécié du tout. C'était un Premier ministre français qui s'exprimait. Alors, sur ce registre, il y a au fond l'idée qu'il faut avoir l'asile commun européen. Il n'est toujours pas commun. L'asile est organisé suivant les États, et donc différent dans les 28. Il y a quelques éléments communs, mais pas tout. Donc, un office européen de l'asile. Et je veux dire qu'au fond, M. Macron a toujours un peu de chance dans son processus parce que ça arrive presque au même moment que d'autres éléments qui s'ajoutent en quelque sorte. C'est bien évidemment le sommet Union africaine, Union européenne de novembre 2017, du 29 et 30 novembre 2017, sommet à Abidjan. À l'occasion de ce sommet, c'est la réunion des 28 États membres, les 55 États de l'Union
de l'Union africaine, c'est-à-dire tout le continent africain, puisque le Maroc est revenu dans l'Union africaine, il avait quitté. D'ailleurs, on reconnaît assez facilement le Maroc parce que le roi s'habille toujours dans une tenue particulière. Il est juste à côté du président Macron, ici, avec Donald Tusk à côté. Et c'est les 55 États. Et ces 55 États et les 28 ont décidé d'un programme concernant les migrations, y compris le système de rapatriement, d'aller rechercher les esclaves qui sont en Libye pour les faire rapatrier dans leur pays d'origine. Ça a commencé d'ailleurs à se dérouler. Il y a encore du travail, bien évidemment, mais c'est un élément qui n'est pas à négliger, cette relation Union européenne. Et c'est aussi ce fameux discours, vous l'avez peut-être suivi, je l'ai écouté, les 2h30 de discours à Ouagadougou devant les étudiants. C'était tout à fait sympathique, amusant, s'amusant même des chefs d'État qui quittent les lieux pour aller réparer je ne sais plus quoi, d'ailleurs, la climatisation. C'est un discours. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il a répondu à des questions qui n'étaient pas prévues d'avance. Parce que les étudiants devaient poser telle ou telle question, d'autres étudiants posaient des questions complètement différentes. Et il a répondu à certains étudiants, je ne suis pas compétent pour réparer l'électricité de Ouagadougou. C'est tout à fait raisonnable d'ailleurs et juste. Alors, il y a cette dimension aussi, si l'on continue, c'est aussi l'idée de la transition écologique. Il l'a dit dans son discours de la Sorbonne, de la transition écologique, avec transformation dans les transports, dans les logements, dans l'industrie, dans le marché européen de l'énergie, et qu'il faut se méfier des experts et des expertises. Il le dit dans son discours, des experts et des expertises, c'est tout à fait intéressant. Au moment où le glyphosate a été renouvelé pour 5 ans, parce que le glyphosate a été renouvelé pour 5 ans, parce que l'Allemagne a changé d'avis et changé de point de vue. Parce que le ministre allemand de l'Agriculture a voté pour, alors que le ministre allemand de l'Environnement était totalement contre, et en accord parfait avec Nicolas Hulot, vous avez dialogué avant cette discussion et cette négociation. L'Allemagne a changé de point de vue et on nous explique que Mme Merkel n'était pas informée. Je suis tout à fait dubitatif sur ce manque d'information de la chancelière d'Allemagne fédérale, mais il y a cette dimension qui est importante. Mais il est vrai que l'entreprise Monsanto est rachetée par l'entreprise allemande, et donc l'industrie allemande joue un rôle non négligeable. Sauf que la majorité qualifiée, c'est 55% des États votant, représentant 65% de la population. Or, le vote a été obtenu à un chiffre qui est tout à fait intéressant, à 65,71% de population. L'Allemagne ayant pesé de tout son poids de 18%. Mais si l'Allemagne n'avait pas voté, le glyphosate n'aurait pas été renouvelé. Monsieur Macron, vous l'avez peut-être entendu, a dit dans un tweet, qui n'a pas été repris par le Premier ministre, si j'ai bien compris, où il a dit « Oui, d'accord, pour 3 ans », et qu'on trouve une autre formule dans les 3 ans, ce qui a été évoqué, sinon la France interdira l'usage du glyphosate. Je vous rappelle qu'en France, on met 10 000 tonnes par an de glyphosate. C'est 10 000 tonnes par an de glyphosate sur le territoire français. C'est aussi la révolution numérique. Il faut faire la révolution numérique. Il y a un rapport parlementaire tout à fait passionnant là-dessus. La France est devenue une colonie américaine du numérique. Et les GAFA ont colonisé la France, colonisé l'Europe et payent en plus pas les impôts sur les territoires qu'ils colonisent, puisque c'est quand même comme ça que les choses se déroulent. Alors, ils considèrent qu'il faut, de ce point de vue-là, que l'Europe reprenne la main, ou tente de prendre la main, y compris sur les GAFA, comme la Chine le fait, puisque la Chine se passe des GAFA pour faire autre chose, purement chinois, avec une population d'1,3 milliard, c'est les plus gros utilisateurs du numérique, étant les Chinois aujourd'hui, en nombre de population, on est, je crois, à 600 millions ou 650 millions d'utilisateurs du numérique. L'Europe du numérique. Que l'Europe soit une puissance industrielle et économique, c'est toute la discussion sur les navires, la fabrication des navires et la discussion avec le groupe italien pour la reprise sur ce registre-là. Il faut aussi une intégration européenne dans la zone euro. C'est-à-dire que l'union économique et monétaire se poursuive et soit elle-même dotée
d'une économie en relation avec la zone euro. C'est-à-dire qu'on en ait un budget de la zone euro, un ministre de la zone euro, et j'évoquerai le ministre actuel d'ailleurs, puisque l'élection vient de se faire, le nouveau ministre de la zone euro est portugais, les Français s'en réjouissent, les Allemands sont plus dubitatifs et moins satisfaits, que ce soit un pays du Sud, c'est-à-dire un pays dépensier, avec des dettes importantes, même si le Portugal a largement baissé sa dette, nettement au-dessous de la manière dont la France l'a baissé en ce qui concerne le déficit budgétaire, pas la dette, mais le déficit budgétaire portugais. Mais que ce soit un Portugais, alors là, pour les Allemands, et notamment pour la Banque Centrale Européenne, ce n'est pas forcément tout à fait ce qu'ils imaginaient, ce qu'ils souhaitaient. J'aurais même vu un Français, pourquoi pas, mais pas forcément un Portugais. Et les Français étaient tout à fait favorables à la nomination d'un ministre portugais pour la question de la zone euro aujourd'hui. Ministre de la zone, c'est vrai que ces propositions, à mon avis, ont fait capoter l'alliance allemande. L'alliance allemande qui devait se faire entre les libéraux, les verts et les chrétiens démocrates a capoté sur les questions européennes. Parce que le responsable des libéraux était totalement opposé aux propositions de Macron. Totalement opposé aux propositions françaises, pas de budget de la zone euro, pas de ministre de la zone euro, et ne pas changer les règles qui avaient été mises par le prédécesseur, celui qui est maintenant président du Bundestag, qui considérait que les propositions de Macron étaient trop dangereuses. C'est tout à fait important parce qu'aujourd'hui, la partie de la discussion sur la nouvelle coalition social-démocrate et chrétienne-démocrate porte à nouveau. Or, cette fois-ci, M. Martin Schulz est favorable à toutes les propositions d'Emmanuel Macron. Mme Merkel un peu moins, mais Martin Schulz est favorable. Donc, il y a la dimension sur la question de la zone euro, de la recomposition de la majorité parlementaire allemande pour la suite. C'est un élément important. Il faut aussi une convergence sociale. Convergence sociale, débat sur les travailleurs détachés, révision de la directive qui n'a pas encore entré en application, mais c'est dans ce sens que les choses vont. Et surtout, c'est un peu concomitant avec, là encore, le sommet sur ce registre, le sommet de Göteborg. Sommet de Göteborg sur cette question, sommet de Göteborg qui a effectivement, sommet social de Göteborg. Observez d'ailleurs que la personne qui est au milieu, c'est la ministre française du Travail. Le président étant sur le côté avec Martin Schulz, en train de s'amuser quelque peu. Mais c'est la ministre du Travail, donc il y a cette dimension importante. Pas Martin Schulz, Juncker, bien sûr. Mais vous avez corrigé, Il n'est plus... Non, il n'est pas là, Martin Schulz. Non, c'est le Premier ministre belge. C'est le Premier ministre. Non, Martin Schulz n'est pas là, puisqu'il n'est plus président du Parlement européen. À ce moment-là. Alors, c'est le sommet de Göteborg, vous avez la présidente, et vous avez même la première ministre britannique qui est présente aussi sur l'espace social européen. C'est tout à fait fascinant de voir la première ministre britannique sur la question de la solidarité sociale européenne. Hein? Non, elle n'est pas en première rang, mais elle est quand même là, elle est quand même présente. Alors, cette dimension est importante, c'est ce qu'on appelle le socle européen des droits sociaux, la spécialiste des questions sociales. Je ne sais pas si tu l'as déjà regardé, mais ce socle est intéressant à observer. Il évoque aussi l'idée qu'il faut des universités européennes, pas seulement des partenariats entre les universités, mais la création d'universités européennes. Il y a un ancien ministre des Affaires étrangères polonais, Jeremek, qui avait proposé en son temps d'utiliser le Parlement européen à Strasbourg pour en faire une université européenne, considérant que la localisation du Parlement à Strasbourg coûtait fort cher au budget européen et que c'était mieux de faire peut-être une université. La France ne veut pas entendre parler du déménagement. La ministre en charge des Affaires européennes a rappelé que la France resterait toujours à Strasbourg pour le Parlement européen. Locaux qui ne sont utilisés que 3 jours par mois. C'est important, c'est impressionnant et qui nécessite l'arrivée de cars, d'autobus pour ramener tous les documents des députés de Bruxelles à Strasbourg et les ramener dans l'autre sens, et en ramener certains à Luxembourg, puisque le gestionnaire du Parlement européen, cette fois-ci, est à Luxembourg, avec 2 localisations. Et j'insiste là-dessus parce que ça revient un peu fortement, est-ce qu'il ne faut pas utiliser ça? Enfin, il y a cette idée qui est importante aussi,
il faut démocratiser l'Europe. Il faut démocratiser l'Europe avec toute une série de propositions dont certaines sont intéressantes, mais dont d'autres sont en contradiction avec des prises de position. Démocratiser l'Europe, par exemple, saisir l'occasion du départ des 73 députés britanniques. Ils ont leur siège, ils seront vacants, ces 73 sièges. Il ne faut pas se les répartir en augmentant la présence des 27 États restants. Il faut utiliser ces 74 sièges pour faire une liste européenne pour des élections européennes dans lesquelles on trouverait des députés des 27 États membres. C'est une proposition française. Utiliser cette opportunité des 73 sièges, c'est un élément qui n'est pas inintéressant. Alors, il y a effectivement en ce moment, et je vous invite vraiment à regarder ce travail, il y a un travail qui est fait par un collaborateur de M. Juncker, Luc Van den Brand, que j'ai pris contact avec ce M. Luc Van den Brand, qui a trouvé que l'UPEG faisait des choses exceptionnelles et par conséquent, il fallait que la Commission donne un coup de main à l'UPEG à cette occasion. Alors, c'est à propos de nous, avec nous et pour nous. Et ce rapport indique au fond qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la démocratie européenne, valoriser la démocratie participative, éduquer aux questions européennes et que les partis politiques s'approprient vraiment les débats européens et ne restent pas des partis nationaux qui envoient au Parlement européen ceux qu'ils n'ont pas pu placer au Parlement national. Et on voit, pour la France, c'est tout à fait remarquable, je ne donnerai pas de nom, bien évidemment, pour être tout à fait sympathique, mais des députés qui viennent quand ils ont le temps, qui voient que c'est ouvert, que c'est plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'exagère à peine, c'est pour le cas, plus pour les députés français, ce n'est jamais, quasiment pas le cas pour les députés allemands. Et c'est intéressant à observer aussi, si vous regardez sur le site le fonctionnement du Parlement, ça se voit. En même temps, ce qui est dans les tuyaux aujourd'hui, et je l'ai lu dans la presse, je ne suis pas dans les secrets gouvernementaux, les partis politiques français sont favorables à des listes nationales de députés européens, candidats à la députation européenne, je dis bien liste nationale, et que ces listes ne soient pas par circonscription électorale, mais la France entière. Donc 74 socialistes, 74, mais à cette fois-ci offert à la France entière, alors que la démarche précédente était, elle n'a pas totalement réussi pour autant, c'est vrai, de se rapprocher des circonscriptions. Le mouvement européen fait des propositions, Bertoncini fait des propositions, en redécoupant par rapport aux nouvelles régions, telles que les grandes régions, et qu'il y ait, parce que ça rapproche. Et tout doucement, on s'aperçoit que les députés des régions viennent volontiers dans des conférences de cette nature pour pouvoir dialoguer de l'Europe, parler de l'Europe. Si c'est totalement national, où serait-il rattaché? C'est ce qui est dans les tuyaux aujourd'hui. En tous les cas, les rencontres que le président a fait avec les responsables des partis politiques, ils ont tous, ou à peu près tous, dit qu'il fallait des listes nationales. Ça entraîne qu'alors l'élection européenne est un succès d'année d'élections nationales, mais n'est pas une élection européenne à proprement dit, en France notamment. Il faut aller aussi, il l'a dit avec prudence, vers une Europe différenciée. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'Europe, non pas à la carte, mais qu'il y ait des cercles européens en quelque sorte. Il l'a dit de manière très prudente dans son discours, c'est évoqué par l'idée simplement, il ne faut pas que les États soient bloqués par ceux qui ne veulent pas. Que les États qui veulent faire des choses puissent avancer, même si les États ne veulent pas aller dans ce sens. Ceux qui veulent aller plus vite peuvent aller plus vite, et il ne faut pas qu'ils soient bloqués. Ça s'inspire très largement de ce livre-là, du livre de Valéry Giscard d'Estaing, Europa, La dernière chance. Vous voyez qu'il s'inspire en même temps de François Mitterrand, de Valéry Giscard d'Estaing et d'autres encore, de Jacques Delors aussi. Dans ce livre, Valéry Giscard d'Estaing dit qu'il y a 3 cercles potentiels, la zone euro, ceux qui sont au-delà de la zone euro et ceux qui sont au-delà de l'Union européenne, pour avoir des cercles qui ne se recoupent pas forcément, mais ceux qui veulent aller plus vite. Et on le voit bien pour la défense. Pour la défense aujourd'hui, il y en a 23 qui veulent aller sur la question de la défense, d'autres ne veulent pas aller sur la question de la défense. Ça s'inspire aussi, et je vous invite à aller le regarder aussi, du livre blanc de la Commission européenne, le livre blanc du mois de mars 2017. Vous l'avez sur le site
de l'UPEG. Or, sur ce livre blanc, il est indiqué de manière assez nette aussi que c'est le scénario numéro 3, ceux qui veulent plus font plus, et ceux qui ne veulent pas ne font pas, mais ceux qui veulent plus font plus. Or, c'est déjà le cas pour l'euro. Pour l'euro, certains ont voulu être dans l'euro, certains le veulent encore rentrer dans l'euro, se préparent à rentrer dans l'euro, mais d'autres ne veulent pas du tout rentrer dans l'euro, et ça a fonctionné de cette manière. Alors, sur ces aspects-là, et je ne vais pas tarder à m'arrêter, au fond, moi, ce qui me paraît important, c'est de mesurer ce qu'est la France aujourd'hui dans les 28. Parce que faire des propositions, c'est formidable, faire de discours exceptionnels, et notamment celui de la Sorbonne et celui d'Athènes, sont tout à fait intéressants et remarquables, il faut ensuite transformer les discours en actes. Et par conséquent, convaincre les 26 autres, si on est plus de 27, ou les 27 autres, si on est encore 28, les convaincre que les propositions françaises sont intéressantes. Et que les propositions françaises ne sont pas simplement de l'arrogance française traditionnelle. La France passe pour un pays arrogant dès qu'il dit quelque chose à l'extérieur. Faites ce que nous voulons, faites ce que nous proposons, c'est formidable. Ce que vous faites, vous, c'est pas bon. C'est la position française depuis des lustres et des lustres dans beaucoup d'instances, et notamment à l'Union européenne. Et la conséquence est que dès qu'un Français s'exprime, nos partenaires se méfient de lui tout de suite. Qu'il soit sociodémocrate, socialiste, ou qu'il soit républicain ou autre, il y a cette méfiance, c'est l'arrogance. Je ne dirai rien sur notre président, il est jeune, il commence à peine, il a à peine 6 mois d'existence présidentielle, mais peut-être qu'il devrait parfois faire attention à la manière de s'exprimer, parce que certains le trouvent formidable, même s'il plaisante sur un président de la République d'un pays dans lequel il s'exprime devant les étudiants. Certains journalistes disent « jamais un président peut parler d'un autre président en lui disant qu'il va aller réparer les problèmes de chaudière ou autres ». Et d'autres disent au contraire, c'est de l'humour, de la détente, de la jeunesse, c'est une dimension. Je dis cela parce que je pense à certains chefs d'État ou chefs de gouvernement. Prenez par exemple le Premier ministre hongrois, la Première ministre polonaise et bien d'autres qui a déjà dit, la Première ministre polonaise, c'est toujours l'arrogance française qui est au rendez-vous avec ce nouveau président. C'est la Première ministre polonaise qui s'est exprimée sur la question du travailleur détaché. Compte tenu du nombre de Polonais, bien sûr, on travaille détaché aujourd'hui. Mais c'est important d'avoir cet aspect. Alors, si l'on regarde, c'est important de voir quelques données. La France, c'est ça. Nous avons la superficie la plus étendue d'Europe, y compris parce qu'on a des territoires outre-mer. Nous avons une population de 67 millions d'habitants, 13,1% de la population de l'Union. L'Allemagne a 82 millions d'habitants, donc c'est une augmentation par rapport à la population. Nous sommes le premier pays touristique du monde. Le général de Gaulle avait dit « La France terminera comme une réserve de Gaulois ». Nous y sommes. C'est la deuxième puissance agricole du monde après les États-Unis d'Amérique, la sixième puissance économique mondiale et la troisième européenne après l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et notre PIB est estimé à 2570 milliards. Si l'on continue, la France dans les institutions, c'est toujours important parce que dans les institutions, il faut négocier, expliquer, convaincre les autres. Nous sommes le deuxième contributeur au budget de l'Union européenne. Alors, maintenant, on est presque aux alentours de 20 milliards. Mais les chiffres ne sont pas encore définis. Donc, 19 milliards en 2015, derrière l'Allemagne, très largement devant le Royaume-Uni, très largement devant le Royaume-Uni. D'ailleurs, si on prend la France et l'Allemagne, à eux deux, 35% du budget de l'Union européenne. Les deux seulement. Plus de 35%. Elle accueille le siège du Parlement européen, elle accueille les autorités indépendantes et elle va bientôt accueillir l'autorité bancaire européenne qui quitte Londres pour s'installer en France. Et c'est bien, on aura l'autorité européenne des marchés financiers et l'autorité bancaire européenne. C'est là encore quelque chose d'important. Francfort était candidat, mais Francfort ne l'a pas obtenu. Commission européenne, Parlement, le nombre de députés, le français est la deuxième langue.
Alors, avec les Allemands, il y a toujours un petit débat à savoir si c'est la deuxième ou la troisième, parce que suivant la manière dont elle est pratiquée. Mais en réalité, c'est la deuxième langue si on regarde la totalité, la première étant bien évidemment l'anglais. Ce qui est intéressant avec l'anglais, c'est que si on applique les traités à la lettre, l'anglais ne pourrait plus être une langue officielle de l'Union européenne. Ça pourrait être une langue de travail, mais plus une langue officielle. Et le français deviendrait alors la première langue officielle de l'Union européenne. Vous imaginez les changements. Et le seul endroit, c'est la Cour de justice. Notre présence, j'ai regardé un petit peu cela dans un rapport parlementaire sur l'influence de la France dans les institutions. Si vous regardez, nous avons 9% des effectifs de la Commission européenne. Nous avons à peu près 10% des administrateurs de la Commission européenne. Ce n'est pas à négliger. Au Parlement européen, nous avons 11% des effectifs. Nous avons 9% des administrateurs. Mais c'est surtout là que la France est très largement en 5e position, en 5e rang, puisque nous avons simplement 5,2% des effectifs au sein du Conseil de l'Union. Et enfin, à la Cour de justice, alors là, nous sommes très largement représentés, 20% des effectifs. Je rappelle que le français est la langue de travail des juges. Ils sont obligés de parler français pour être à la Cour de justice de l'Union européenne. Certains l'ont appris simplement pour devenir juge à la Cour de justice de l'Union européenne, même si maintenant il y a des écouteurs et ainsi de suite, mais les décisions sont rendues en français, ensuite traduites dans une autre langue. Pourquoi je dis cela? C'est parce que la capacité d'influence, non pas, il ne s'agit pas de manipuler les administrateurs européens, ils sont européens, pas français, bulgares ou autres, bien évidemment, mais ils transfèrent la culture française à l'intérieur des institutions. Et c'est très important, la diffusion de la culture. L'Allemagne le fait, l'Allemagne y attache énormément d'importance, mais ceux qui font le plus pour peser sur leurs propres fonctionnaires sont bien sûr les Britanniques. Les Britanniques ont toujours fait des réunions du thé, la réunion du thé à la représentation permanente, en invitant les fonctionnaires britanniques des institutions simplement pour boire un thé, pas plus que cela, et pas autre chose. On le sait pourquoi, parce que parfois ils se sont trompés, et ils ont invité aussi des fonctionnaires d'origine française. Ils se sont rendus et ont constaté, et un de mes étudiants a fait un mémoire sur cette question de l'influence sur les États, sur leurs propres fonctionnaires. Pourquoi je dis ça? C'est qu'effectivement la France ne mesure pas la négociation européenne. Ne mesure pas la négociation européenne parce que notre logiciel ne fonctionne pas de cette manière. Nous avons un logiciel centralisé. Nous avons un logiciel où la pensée forte vient d'en haut et descend en bas. Nous n'avons pas un logiciel horizontal, mais un logiciel vertical sur le plan du fonctionnement de l'État, mais des entreprises, de bien de choses en France. Notre logiciel, c'est le sommet. Ce qui explique d'ailleurs que l'élection présidentielle soit la plus prisée des élections par les Français. C'est l'élection présidentielle et l'élection reine. Elle vient passer devant les élections municipales dans beaucoup de cas. Parce que c'est notre culture. Nous avons une école nationale d'administration qui forme des fonctionnaires français pour administrer la France, pas des fonctionnaires français pour négocier avec les autres pour les intérêts de la France. C'est assez différent. Et lorsqu'on est 28 autour d'une table, il faut, je crois, avoir diplomatie, doigté, et ainsi de suite pour former. Je rappelle qu'on a enseigné le droit de l'Union et les politiques européennes à l'École nationale d'administration après le traité de Maastricht. Avant le traité de Maastricht, il n'y avait pas de droit de l'Union européenne, même pas dans le concours de l'ENA, ni dans la formation des hauts fonctionnaires. Et c'est en train de changer. Est-ce que ça changera plus profondément? Mais j'insiste là-dessus. La ministre actuelle des Affaires européennes, c'est l'ancienne directrice de l'ENA. Et elle a dit qu'il faut que les hauts fonctionnaires français fassent un séjour dans les institutions européennes à un moment donné de leur carrière. C'est la première fois qu'un ministre français des Affaires européennes dit cela, parce que la carrière administrative française se fait en France. Lorsqu'on va à Bruxelles, on est bruxellisé, par conséquent transformé. Lorsqu'on revient en France, on a de mauvaises idées dans la tête. C'était comme ça que l'on le pensait jusqu'au moins au traité de Maastricht. Parce que être bruxellisé, c'est comprendre les autres et n'est pas essayer de les convaincre
des positions. Alors, il y a cette dimension au fond. Il faut aussi que les Français, et je le constate là, c'est assez évident, que les Français s'intéressent à l'Europe. Que les Français s'intéressent à l'Europe. Que les Français participent aux élections européennes. Or, plus le Parlement européen a du pouvoir, moins les électeurs votent en France. Je dis bien, plus le Parlement a du pouvoir, moins les électeurs votent en France. C'est une baisse permanente depuis l'élection au suffrage universel. Or, le suffrage universel, c'est pour tout le monde s'exprime, c'est un élément fort et important. Mais l'Institut d'études politiques France de Grenoble a attendu, je crois, 1994 pour qu'il y ait des cours sur l'Union européenne à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Je suis bien placé pour le savoir, c'est moi qui les ai commencés. Elle n'existait pas auparavant. L'Europe faisait peur à une majorité politique plutôt à gauche et même au-delà. L'Europe était un peu jugée, si l'on peut dire. Il faut arrêter de faire de l'Europe le bouc émissaire des défaillances françaises, des défaillances de l'État français. Chaque fois que ça va mal, c'est la faute à l'Europe, c'est presque toujours le même leitmotiv. Quand ça va bien, c'est bien évidemment grâce à la France. Arrêtez de dire aussi que l'Airbus est une fabrication française. J'ai entendu des ministres, voire même des premiers ministres, dire « puisqu'il est fabriqué à Toulouse, c'est un avion français ». Arrêtez de dire qu'à Cayenne, on envoie des satellites avec des fusées françaises, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je pourrais donner quantité d'exemples qui ont été faits sur ce registre-là. Les Allemands ont créé Pulse of Europe, ont créé une association pour donner du souffle à l'Europe. Lorsqu'elles sont organisées en Allemagne, ces manifestations rencontrent un grand public. Je pense Munich en mars 2017. Lorsqu'elles sont organisées à Berlin, même avec des Français, puisque le drapeau français est aussi présent à Berlin à cette occasion, il y a beaucoup de monde. Je n'ai pas voulu vous montrer les photos de Pulse of Europe à Grenoble. Lorsqu'elles ont été organisées par quelques personnes qui sont présentes ici aujourd'hui, ça aurait donné un peu de désespérance. Peut-être qu'il faut se rappeler la formule de François Mitterrand, et je termine là-dessus. La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Il prononçait ça en 1989. Merci. On a un peu de temps. Bon, allez, vous en avez besoin. Ah oui, pour vous là-haut. Allez. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Oui, j'aurais voulu vous expliquer, je n'ai pas compris, quand vous dites que les 74 députés britanniques vont quitter le Parlement, et on pourrait donc les remplacer pour les représenter l'Europe. Je n'ai pas bien compris. Vous pourriez me donner des explications là-dessus, s'il vous plaît? Oh ben c'est très simple, hein. Il y a 751 députés au Parlement européen. Et comme on n'a jamais connu le départ d'un État, il faut bien faire avec le départ d'un État, ben la logique serait la redistribution en quelque sorte des sièges entre les États membres, et que la représentation française augmente, que la représentation allemande augmente, et ainsi de suite, simplement en faisant un nouveau calcul, puisque vous enlevez 65 millions d'habitants du dispositif européen, on est aujourd'hui 511 millions, vous enlevez 65 millions d'habitants, ça fait un nombre différent, et à ce moment-là, le pourcentage de la représentation allemande par rapport à la masse est différent, et ça serait la logique la plus simple, c'est cela. Donc chacun reprend un petit peu, reprend des sièges en plus. Et l'idée étant suggérée par le président, c'est une suggestion, elle n'a pas été pour l'instant reprise par les autres, et de conserver en fait cette représentation, mais par le fait qu'il y ait une élection, non pas de même manière, mais une élection de députés, mais qui soient dans des listes, qui soient représentés dans des listes, c'est-à-dire que le mode de scrutin soit différent. On retrouve quand même le siège, et que le mode de scrutin soit différent sur le mode de scrutin européen, dans lequel on retrouve un Allemand, on retrouve un Français, un Bulgare, un Croate, un Maltais, ainsi de suite. Il y a une représentation, bien évidemment, de l'ensemble des États. Alors, c'est les pourcentages qui sont
c'est tout dans les détails, hein, le diable est dans les détails. Comment on organise la répartition, qu'elle soit équilibrée, que tout le monde soit d'accord, parce qu'il faut que les 27 soient d'accord sur cette, à la fois sur le mode de scrutin, soient d'accord sur la répartition. Bon, c'est extrêmement compliqué. Peut-être ça ne se fera pas, et peut-être qu'on obtiendra simplement, c'est vite. Sauf qu'il n'est pas certain non plus qu'en 2019, les Britanniques aient vraiment quitté l'Union européenne. C'est loin d'être certain. Mais ça, c'est encore autre chose, encore un autre débat. Moi, je vous remercie beaucoup de votre intervention qui était très intéressante. Et j'avais une question sur le vote des députés, qui probablement reviendrait des listes nationales en France, mais dans les autres pays et en Allemagne, comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est souvent... Non, alors, il y a deux types de vote. Il y a le découpage du pays en circonscription. Le découpage du pays en circonscription, c'est le cas notamment britannique, c'est en circonscription, c'est dans des circonscriptions. Et puis vous avez d'autres pays, c'est simplement des listes nationales, c'est tout. Voilà, c'est des découpages qui facilitent un petit peu parce que toute la question, et si on veut plus de démocratie, il faut que les électeurs aient le sentiment de savoir qui ils vont choisir. Si c'est une liste, ils vont choisir un parti politique, et pas forcément monsieur machin, madame truc, et ainsi de suite. Si c'est des listes un peu plus visibles sur le plan de la région, alors là, on va peut-être être plus tenté en quelque sorte de choisir telle ou telle personnalité parce qu'elle considère qu'elle est vraiment européenne. L'un des inconvénients de l'élection au suffrage universel du Parlement européen, en tout cas pour la France, pour d'autres, c'est peut-être pas aussi évident que ça, quoique les Pays-Bas, par exemple, votent très peu, enfin, dans les 28, c'est très compliqué aussi à observer. Simplement, sur ce registre, la tendance a été traditionnellement, en France en tous les cas, que les partis politiques choisissent les candidats à la députation européenne, les affectent dans telle ou telle circonscription, parce que maintenant, nous, on est en 5 ou 6 circonscriptions avec l'outre-mer, eh bien, les affectent dans une circonscription, ils peuvent d'ailleurs entre deux élections changer de circonscription électorale, mais la conséquence, c'est qu'au fond, on y met ce qu'on appelle parfois les recalés du suffrage universel national. N'a peut plus être ministre, n'est plus, n'a plus être député. On prend toute une série d'exemples. Hein. On les voit d'ailleurs, ils s'ennuient, ils regardent leur mail, ils font comme mon collègue regarde tout là, qui ne s'intéresse pas au reste. Mais il y avait cette dimension. C'est pas bonne cause. Oui, je m'en doute. Mais vous voyez, c'est cette dimension, ce qui fait que ça a comme conséquence que certains députés ne s'intéressent que relativement peu à leur métier de député, à leur mandat de député européen pendant le mandat de 5 ans. Ça intéresse peu, et c'est dommage. Et là, par exemple, c'est là qu'on voit la différence entre la France et l'Allemagne. Alors là, c'est vraiment ça, saute aux cieux. Les Allemands, les députés allemands, ils travaillent au Parlement européen. Et l'Allemagne a le plus de représentation aux commissions, au vice-président, c'était un président allemand précédemment, à la présidence, à la vice-présidence, dans d'autres stades du fonctionnement du Parlement, à des commissions, enfin, c'est impressionnant de contribution de participation. Je ne donnerai pas d'exemple, il y a des sondages qui ont été faits très sérieusement par Le Monde et par d'autres jours. Il y a des députés dont on sait qu'ils viennent pointer le matin et partent après avoir pointé. Alors s'ils ne font que pointer le matin, ils n'ont qu'une partie de l'indemnité. S'ils siègent, mais il faut qu'ils commencent à siéger. S'ils ont siégé 20 minutes, ils ont siégé la journée. Or, c'est des sessions de la journée complète. Nous avons des députés français qui font même l'aller-retour en train pour aller pointer, ou en avion, c'est plus ça, pour aller pointer. Même en voiture pour augmenter. Ou même en voiture pour augmenter. C'est pas sérieux tout ça. Et c'est des sondages, des études très sérieuses qui ont été faites. Et je ne vais pas dire que tout comme ça, c'est totalement inexact, il est extrêmement investi. Nous allons dans la région aussi d'investir. Vas-y. Sans faire politique fiction, mais en sachant que le PPE et le PSE se partagent les rôles principaux au Parlement européen, où vont siéger les eurodéputés, les futurs eurodéputés de la République en marche? Je sais pas. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'ils auront une liberté de... Ben, quand on regarde, ils pourraient, s'ils sont assez nombreux, parce qu'il faut qu'ils soient assez nombreux, hein, qu'ils dépassent les 20, il faut qu'ils soient assez nombreux pour faire un gros politique. On va faire un gros politique aussi. Oui, comme les écolos font un gros politique. Les écolos français, ça n'a pas de sens. Ben, il faut trouver d'autres, et c'est pas évident. C'est la situation, on va dire.
politique idéologique d'En Marche n'est pas simple au niveau européen, parce que ça ne recoupe pas vraiment de clivage qu'on a au Parlement européen. Ils ne sont pas chrétiens-démocrates, ils ne sont pas sociaux-démocrates, ils ne sont pas écologie, ils ne sont pas Europe des nations, ils ne sont pas les Verts, ils ne sont pas libéraux non plus. Les sociaux-démocrates ne sont pas très radicaux dans leur... Ils sont sociaux-démocrates. Bah oui, mais ils sont sociaux-démocrates. Est-ce qu'il y a le même phénomène de faible participation aux élections dans les autres pays européens? Je vous ai dit en France, ça régresse. Ça régresse à peu près, malheureusement, dans beaucoup d'États, mais avec un taux de participation qui était plus élevé. En Allemagne, le taux de participation est plus élevé. En Autriche, il est plus élevé. Mais en Autriche, le vote est obligatoire. En Belgique, il est plus élevé. Le vote est obligatoire en Autriche. En Pologne, il commence à monter plutôt que baisser, il commence à monter. Alors, on regarde, mais il commence, mais comme tout n'a que peu de moments, puisque 2014, c'est très récent. Non, là, je crois qu'il y a un travail européen à faire pour convaincre du poids du Parlement européen. Il y a une sorte de manque de conviction, même de connaissance du poids et du rôle du Parlement européen. Comme ce n'est pas un Parlement comme les autres, par son organisation, par le fait que... Selon Wikipédia, Les Autres est un film fantastique hispano-françois. C'est bien. Il vérifie ce que je dis. Alors, là, sur cette dimension, c'est un Parlement qui n'est pas comme les autres, parce que les groupes politiques sont transnationaux. Les groupes politiques sont transnationaux, les sociodémocrates, c'est un ensemble de représentants d'un ensemble d'États. Les conservateurs, voilà, mais on retrouve PSE, PPE, on retrouve... Et pareil pour les autres, parce que pour faire un groupe politique, il faut être de plusieurs nationalités en même temps. Donc il y a cette dimension. Et on peut dire que les citoyens des États ne comprennent pas véritablement quelle est l'influence de leurs propres députés à l'intérieur du Parlement. Parce que s'il faut négocier avec d'autres, c'est pour ça que je dis que notre logiciel n'est pas en phase avec le fonctionnement de l'Union européenne sur beaucoup de sujets, notamment même sur le Parlement européen. Parce qu'au fond, on est dans un système de coalition permanente. C'est la coalition permanente au Parlement européen. Ce n'est pas l'opposition permanente, c'est la coalition permanente. Oui, mais d'accord, mais ce n'est pas le système français. Le système français, c'est l'opposition. On est dans l'opposition de la majorité. L'opposition de la majorité. Au Parlement européen, tantôt on est dans la majorité qui va adopter, mais vous retrouvez des partis qui se sont accordés sur tel ou tel point. Le PSE en quelque sorte, s'accordant avec les autres, mais ça y est, c'est fini, c'est réglé. Voilà, c'est ça. Bon. Mais c'est cette difficulté-là de compréhension. De même, on a un mal fou à comprendre ce que fonctionne dans le système fédéral. C'est quasiment fédéral le fonctionnement. Je veux dire, c'est quasiment fédéral. Le mot fédéral n'est pas employé dans les traités, mais c'est quasiment fédéral. Alors ça, les Français, le fédéralisme... Est-ce que l'habitude du cumul des députés en France n'a pas une influence par rapport à la présence au Parlement européen? Franchement, je crois que ce n'est pas le sujet essentiel. C'est vrai aussi. Oui, je peux dire oui, c'est ça. Mais je crois que ce n'est pas le sujet essentiel. Je ne crois pas que les responsables politiques français aient pris la mesure de l'importance d'en être et d'être dans le processus de délibération européenne. De l'importance, je dis bien d'en être. Je ne vais pas vous donner des exemples, mais quand je conduisais mes étudiants de Master Europe à Bruxelles, et qu'on allait voir le fonctionnement de la Commission, qu'on allait voir aussi le fonctionnement du Conseil à Bruxelles. On nous a dit des choses tout à fait intéressantes, que parfois les ministres français ne viennent pas aux délibérations du Conseil de l'Union. Pourquoi aller faire le chemin Paris-Bruxelles? À quoi ça sert? C'est pas la peine. Donc si on montre à nos voisins qu'on n'est pas là, nos voisins voient, ben, les Français ne s'intéressent pas à ce sujet. Ils envoient le directeur de cabinet, ils envoient le directeur général du service du ministère, pas le ministre. C'est un signe. Et nous avons des ministres qui se font rappeler à l'ordre. Alors en ce moment, c'est le cas aussi par le Premier ministre qui dit il faut y être, il faut y être. C'est pas forcément toujours très drôle. Et je ne dis pas que Bruxelles c'est fascinant, amusant et ainsi de suite. C'est pas ça. Je dis, c'est vrai que le Conseil de l'Union, il faut savoir comment il fonctionne. Et là, les Français ne savent pas du tout comment ça fonctionne. C'est vrai qu'au moment où les ministres se rencontrent
au Conseil, presque tout est déjà décidé. Presque tout est déjà décidé. C'est-à-dire que le ministre ne fait qu'approuver. C'est tout. Et d'ailleurs, dans le train, son directeur de cabinet lui dit voilà ce qu'il faut voter, monsieur le ministre. Voilà. Et il lui fait la liste. Vous dites oui, vous dites oui, vous dites oui, vous dites oui. Vous dites peut-être pas, vous dites non. Et le ministre, il suit ce que dit son directeur de cabinet. D'ailleurs, il découvre en général l'ordre du jour du Conseil dans le train. Pas avant, pas la peine. Mais cette dimension-là, bien sûr, il y a une dimension symbolique et une dimension de présence active. Sur la dimension symbolique, si nos partenaires, et pour ça que j'aime bien dire ça, on se regarde beaucoup les uns les autres. Les Allemands, ils regardent s'il y a des Français. Les Français regardent s'il y a des Allemands. Enfin, ainsi de suite. Les Bulgares regardent s'il y a, je ne sais pas, s'il y a des Roumains. Tout le monde se regarde, s'observe. C'est vrai que l'ordre du jour, je l'ai dit aux étudiants, alors pourquoi vous exposez ces majorités qualifiées, compliquées, monsieur le professeur, je me souviens de ça. Parce que la plupart du temps, dans l'ordre du jour A, c'est voter sans discuter. L'ordre du jour A du Conseil des ministres de l'Union, c'est voter sans discussion. Parce que le débat a déjà eu lieu entre les 28 représentants des 28 États membres, entre les 28 ministères qui ont dialogué très régulièrement, et donc, ça y est, c'est fait, tout le monde est d'accord, c'est pas la peine de rediscuter. Donc le ministre dit oui. Et la séance, lorsqu'on avait été à Bruxelles avec les étudiants, c'est pas intéressant, celui qui présentait les choses, l'animateur en quelque sorte, le présentateur, disait je me prends pour le président du Conseil de l'Union. Et il fait quoi? Pas d'opposition, il fait ce geste en plus, parce que c'est une salle. Pas d'opposition, adopté. Deuxième ordre du jour, hein. Il lit l'ordre du jour, pas d'opposition, adopté. Pas d'opposition, adopté. Et ça peut durer... Il n'y a pas d'abstention, non? Non, non. C'est interdit. Adopté. Ça pourrait être, si le vote, alors ça dépend si le vote est à la majorité, le vote à la majorité qualifiée, le vote à l'unanimité. Suivant les domaines, vous avez 3 types de votes. Mais quand c'est déjà adopté, à l'ordre du jour, c'est que tout le monde est d'accord, les 28 sont d'accord. Donc, adopté. Mais s'il y a un ministre, il y a un ministre qui lui prend comme ça, tu vois, il s'est mal levé le matin, je ne sais pas quoi, il découvre, mais c'est pas possible, notre pays a adopté ça. Je ne suis pas d'accord. Retrait de l'ordre du jour, prochaine séance dans 4 mois. On recommencera. C'est comme ça que ça se passe. Et pour les autres, l'ordre du jour B, c'est discussion avant vote. Et quand on est 28 à discuter, il faut du punch. Oui, mais est-ce que c'est pas hypocrite? C'est-à-dire le ministre français dit j'y vais pas, et je pourrais toujours protester par derrière en disant c'est pas vrai, c'est tous les autres. Non, il ne pourra pas parce que la France aura voté. Oui, la France a voté, mais il pourra dire que ça m'a été imposé par Bruxelles. C'est pour ça qu'on raconte. Ça c'est du pipeau. C'est vrai, on raconte ça tout le temps, tout le temps. Mais toujours c'est ça, toujours c'est ça. Et les ministres disent ça d'ailleurs. D'ailleurs, dans le train, le ministre il change d'avis souvent. C'est assez fascinant, je ne veux pas donner des exemples, mais j'en ai en tête. Hein. Le ministre il change d'avis. Des noms. Non, pas de nom. Mais il est en conseil. Oui. Bon, le ministre en conseil, il adopte. Oui. Et il est tout à fait d'accord, tout c'est très très bien, ça va dans le bon sens. Il prend le train, il arrive à Paris, Bruxelles m'a forcé à voter dans ce sens. C'est ce que je veux dire. C'est faux, politiquement faux, et sa position est fausse, et la France était d'accord. Et si c'est pas lui qui a voté, mais c'est un représentant de la France, il a voté, c'est fait. Alors parfois on peut avoir des surprises, c'est le glyphosate. Dans le glyphosate, je pense que le ministre de l'Agriculture a tout fait pour ne rien dire, et qu'au moment du vote, je bascule. Et c'était un vote à la majorité qualifiée. Ce faisant, il pouvait jouer. Si c'est majorité qualifiée, je bascule d'un côté, et après je reviens chez moi, vous voyez, j'ai imposé ça à l'Europe. C'est même l'inverse, j'ai imposé à l'Europe. Macron, il a des alliés dans la nouvelle configuration des 27, là? Alors, oui, il a des alliés. Les Portugais, les Espagnols, les Italiens. La Grèce? La Grèce, maintenant. Peut-être aussi la Bulgarie, peut-être aussi la Roumanie, parce qu'ils ont suivi en train de la détacher. Et si la coalition revient au pouvoir en Allemagne, là cette fois-ci il y aura aussi des alliés en Allemagne. Et pas l'Europe du Nord? Non, enfin, je ne suis pas dans les secrets de non, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai essayé de comprendre et vu. Non, parce que la Suède, pas d'euro, donc l'euro n'intéresse pas.
la création de la zone euro. La Finlande, pas trop, parce que la Finlande, comme l'Allemagne, considère que la France est mal gérée, et mal gérée sur le plan financier, avec des déficits et ainsi de suite. Donc là, il y a des réticences. Et pas la Pologne, parce que la Pologne était furieuse sur les travailleurs détachés, alors ça s'est réglé sur ce registre-là, même si monsieur le président, le président du Conseil européen, Donald Tusk, lui est plutôt favorable à Macron. Donald Tusk est favorable à Macron, mais il est dans l'opposition par rapport à la majorité polonaise d'aujourd'hui. La Hongrie, pas question, la République tchèque, pas question non plus. Mais ça veut dire travailler avec les autres, c'est évident. C'est pour ça que le signe qu'il a donné, moi je crois qu'il a eu vraiment raison, le signe qu'il a donné en faisant le voyage et en allant voir quantité de chefs d'État, chefs de gouvernement pendant l'été, en juillet 2017, là ça a pesé assez lourd dans la question de la révision de la directive sur les travailleurs, ce qui n'était pas gagné du tout, absolument pas gagné. Là il a pesé lourd et là cette sorte de souplesse d'aller voir les autres si c'est utile, on circule, on danse, pas seulement le coup de téléphone, allez les voir, de vous, sa chemise. Ça paye. Qui s'est opposé à... Il y a la Pologne. La Pologne, je n'étais pas tous là en tête. L'Espagne, pour les camionneurs. Hein, non, mais c'est pas dans la révision de la directive. C'est pas dans la révision de la directive. Ce n'est pas dans la révision de la directive. Non, justement, mais ils ont empêché que... Non, c'était pas dedans, non, c'était autre chose. Ah non, c'est pas comme ça, c'était sur la directive. On va voir le dossier de la directive. Hein. Pour les travailleurs. Oui, je sais, je connais le dossier aussi, j'ai regardé juridiquement. Non, je connais le dossier. Et pour avoir parlé avec des gens qui étaient associés à l'UNICEF. Mais c'est le système. Les Espagnols ont empêché de progresser sur les bons... Non, même Macron n'était pas favorable. Macron n'était pas favorable parce que c'est des travailleurs mobiles. Pas des travailleurs détachés, des travailleurs mobiles. Tout à fait autre chose. Même si derrière le travail mobile, on retrouve éventuellement du travail détaché, puisque des camions qui sont immatriculés en Bulgarie et en Roumanie ne rentrent jamais en Roumanie ni en Bulgarie, avec des chauffeurs bulgares. Donc, alors ils sont travailleurs détachés. Mais comme c'est très difficile de différencier les types de camions, c'est des travailleurs mobiles, donc ils sont dans la révision d'une autre directive sur ces travailleurs-là. C'est une demande à Dans les 4 mois, ils doivent la réviser pour les camionneurs. Oui, mais là, ça va prendre du temps. Celui-là, il y a l'opposition. Même les Français sont opposés. Même les Français, alors. Une question, s'il vous plaît. La France est membre du Conseil permanent des Nations Unies. C'était justifié en 1945. Mais maintenant, quand on veut bâtir l'Europe, est-ce que ça c'est toujours justifié et est-ce qu'il y a une pression des autres pays, des 27, pour qu'il y ait finalement un représentant de l'Europe? Ça serait très bien. Je suis plutôt favorable à cette dimension. Là, ce qui est compliqué, non, mais s'ils ne sont plus là, on sera tout seul. On est deux. Au Conseil de sécurité, on est deux, les Britanniques et nous, les deux membres du Conseil de sécurité, comme on est deux membres à avoir l'arme nucléaire. Les seuls deux membres de l'Union européenne à avoir l'arme nucléaire, c'est les Britanniques et les Français. Sur ce dossier-là, c'est quelque chose qui réapparaît régulièrement. Ne faudrait-il pas, au XXIe siècle, on n'est plus à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, aller vers une représentation plus normale, si on peut dire, des 28 États membres, c'est-à-dire d'une population de 500 millions d'habitants qui serait représentée au Conseil de sécurité. Mais là se trouve, si vous voulez, le noyau dur de la souveraineté nationale. Et c'est là où les choses sont compliquées. Je n'ai pas vu en France, même dans le discours de M. Macron, de propositions françaises sérieuses en quelque sorte. Des universitaires, oui, ils font toujours des propositions, des spécialistes de droit international sur ce registre-là, parce que c'est le cœur de la souveraineté. Et de ce point de vue-là, je n'imagine pour l'instant pas, même si la conséquence de l'Europe de la défense sera presque dans l'obligation d'aller vers une représentation unique de l'ensemble des États membres. Parce que si on va vers l'Europe de la défense, en réalité, on se réorganise militairement. Se réorganisant militairement, c'est plus la même chose. On est dans une autre structure qui serait alors de nature quasi fédérale, encore plus. Et pour avoir du poids face aux autres, et notamment face à la Chine, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, quand même, et la Chine elle est membre permanent grâce à Formose. Enfin, c'est quand même intéressant. C'est parce que Formose ne l'est plus que la Chine continentale est dedans, ce qui est assez fascinant. Parce que c'était Formose qui était au Conseil de sécurité au départ. Mais
sur ce registre face à la Chine, face aux États-Unis d'Amérique, face à des puissances. Mais bon, voilà, le noyau dur de la souveraineté, je donne plus prudent en la matière. Je ne le vois pas poindre aussi facilement que cela, parce que c'est une capacité de la France à peser sur des choix mondiaux, à un moment ou à un autre, sur des choix mondiaux, capacité de la France à peser. Donc c'est pas inintéressant, mais je pense qu'elle aurait beaucoup plus de poids si c'était la totalité de l'Union européenne. Mais c'est peut-être bien intéressé par une participation financière à l'action de défense qui est fait actuellement en Afrique ou quand elle va en Syrie. Elle serait bien intéressée, la France. Mais c'est nous. Oui, c'est nous aussi important. C'est nous, hein. Mais si c'était européen, ça serait moins lourd. Et avec un pilotage français, pourquoi pas? Ah mais moi, essayez de convaincre les autres autorités. Non mais est-ce que c'est d'actualité, ça? C'est ma question. Ah ben d'actualité, je crois que on remet sur le terrain quelque chose que la France avait mis sur le terrain dans les années 50. Parce qu'en fait, on remet la communauté européenne de la défense. C'est nous qui l'avons proposé, c'est nous qui l'avons fait capoter. Nous qui l'avons proposé, c'est nous qui l'avons fait capoter, parce que les Français avaient le sentiment, on ne va pas mêler les Allemands aux Français dans une armée. Ce que voulait le général de Gaulle avait dit, on ne va pas mêler les Allemands qu'on a battus dans une armée commune. C'était ça qui a été dit dans les années 50, la Communauté européenne de la défense. Les autres avaient tous voté oui à la Communauté européenne de la défense, et 5 autres, la France, dont on pensait qu'elle avait proposé quelque chose qu'elle souhaitait, la France a changé de point de vue sur ce registre-là. Donc je crois que là, c'est vraiment un sujet sur lequel il faudrait débattre pendant longtemps et de manière complexe sur ce registre, parce que moi je suis, alors ça donne mon point de vue personnel, qui n'a rien à voir avec... Je pense que nous n'avons pas le choix de faire autre chose que ça. On ne verra pas qu'on y viendra. J'aimerais le voir. Et l'Angleterre qui va quitter l'Europe. Alors, l'Angleterre qui va quitter l'Europe. Alors là, c'est assez paradoxal. C'est que nous avons des accords franco-britanniques très poussés, notamment en matière nucléaire. Il faut le savoir. Les essais des armes nucléaires britanniques se font sur le territoire français, je vous rappelle, en Auvergne. Non pas des essais explosifs, des trucs... non, je n'ai pas dit qu'on allait faire sauter Clermont-Ferrand sur une bombe, mais c'est comme ça qui a été décidé, c'est-à-dire, c'est secret, on ne sait pas où c'est, dans un puits, je ne sais pas où c'est. C'est un but de caviar. C'est-à-dire qu'on a décidé que puisqu'on ne pouvait plus faire d'essais nucléaires dans le Pacifique, parce que Chirac a remis ça, mais la France s'est arrêtée, on a des accords sur le nucléaire. Pas pour piloter les armes, mais pour améliorer leur fonctionnement et leur pertinence. Donc, des accords privilégiés. Et là, ce que dit M. Macron, on continuera à travailler avec les Britanniques, même s'ils sont dehors. Parce qu'on travaillera avec eux directement via l'OTAN. Donc on sera encore de... Mais ce qu'il prépare, et on ne le verra peut-être pas, tu as raison de le dire, ce qu'il prépare, c'est le retrait américain de la protection de l'Europe. Et on peut l'apprécier ou pas l'apprécier, on a la chance d'avoir Donald Trump. C'est une chance de ce point de vue-là, c'est une opportunité. Vous ne voulez plus nous défendre, on va se défendre tout seul. Ça suppose qu'on investisse beaucoup en matière militaire, beaucoup plus qu'on investit aujourd'hui. Ça suppose que l'arme nucléaire française serve à tout le monde. Bah oui, mais une fois qu'on a dit bah oui, il faut appuyer sur le bouton. Bah oui, et qui appuie sur le bouton, c'est une autre paire de manches. Parce que c'est ça, dans le bah oui, c'est sûr, mais qui appuie? Jupiter. C'est Jupiter. Or, il se dit bien Jupiter. Mais oui, il emploie la formule de François Mitterrand. Hein. Je suis le feu nucléaire. François Mitterrand a dit expressément, je suis le feu nucléaire. Donc je suis Jupiter, c'est la même chose. Parce que la dissuasion est de la seule et unique responsabilité du président de la République française. Je dis bien de la seule et unique responsabilité du président de la République française. Mais ta collègue, celle qui a été ministre de la Défense de Paris, expliquait que ce type de décision, parce qu'on en parlait beaucoup de Michel Alliot. Michel Alliot, elle a été ministre de la Défense, elle expliquait récemment que la décision d'appuyer sur le bouton, c'est une décision très complexe. Oui, heureusement. Elle est très complexe, mais elle dépend du président de la République. Ce qu'on veut simplement vérifier, c'est qu'il n'est pas fou.
Ah oui, il faut vérifier qu'il n'est pas fou au moment où il décide. Parce qu'il y a un problème médical de santé mentale et scientifique qui est vérifié, il y a tout ça derrière. Pareil pour le président des États-Unis. C'est pas sûr qu'il passe les tests médicaux cette fois-ci. Non mais vous voyez, oui, mais c'est extrêmement long. Et la France, parce que nous avons dans notre logiciel quelque chose d'assez étrange aussi, nous pensons que l'Europe, c'est la France en grand. Et nous fonctionnons comme si nous croyions que l'Europe, c'est la France en grand. Mais culturellement, c'est la République une et indivisible. Aussi, mais c'est la France en grand. Et je crois que c'est ça. Et nos partenaires, depuis longtemps, nous disent, il y a bien longtemps que c'est plus la France en grand. Parce que quand on a commencé, pour les Allemands, c'était quelque part, venez avec nous, on vous pardonne. C'est ça. Schuman, c'est ça. On vous pardonne. Il ne l'a pas expressément dit sous cette forme-là, mais c'était ça. Et donc les Allemands, merci beaucoup, on est très contents. Après, au détroit de Messine, dans les négociations en 1955, les Allemands ont dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'industrie allemande et le marché intérieur, le marché unique pour l'industrie allemande. Et nous, qu'est-ce qu'on a défendu? L'agriculture française pour vendre les produits agricoles à toute l'Europe. Les deux obsessions, c'est l'agriculture et l'industrie. On le voit, et des fois ça se croise au glyphosate. L'industrie et l'agriculture se croisent brutalement. C'est la main qui en fait. Oui, moi j'avais une question parce qu'on parle beaucoup de la Catalogne en ce moment. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe si la Catalogne devient indépendante? Est-ce qu'elle reste dans l'Europe ou est-ce qu'elle est exclue? Est-ce que c'est quelque chose qui a été prévu dans les traités, qu'il y ait des États qui partent en petit bout comme ça? Ah non, il n'y a rien de prévu dans les traités. Rien de prévu dans les traités sur ce domaine-là. Que deviendrait la Catalogne? L'Union européenne n'a aucune compétence. L'Union européenne n'aurait pas de... Ah, voilà, il a répondu. C'est réglé. C'est pas attendu. Tu penses? Non, je ne sais pas. Il n'y a rien dans les traités. La question catalane, c'est une question nationale espagnole. C'est l'Espagne qui s'occupe de son pays, c'est tout. Les Européens n'ont rien à dire là-dessus. Si la Catalogne, et à mon avis c'est fini, si la Catalogne sort maintenant, c'est plutôt la Corse qui, dans 10 ans, c'est la Corse qui sortira. Parce que si les nationalistes montent encore en puissance, c'est la Corse qui devra sortir de la même manière. Donc on aura l'exemple de la Catalogne. Pour la Catalogne, les choses sont relativement simples. Si la Catalogne sort, elle sort, très bien. Donc elle sort de l'Espagne, et elle devrait redemander à rentrer dans l'Union européenne. Et l'Espagne s'opposera à l'entrée. C'est pas plus difficile que ça. Mais si, dans l'autre sens, si un État sort, alors une partie de cet État peut demander à rentrer. Et l'Écosse est très heureuse du processus Brexit, parce qu'elle se dit, tout compte fait, c'est peut-être que l'Écosse pourrait devenir un État de l'Union européenne. Il y a une difficulté qui n'est pas à négliger, c'est que l'arme nucléaire britannique est en Écosse. Et tous les sous-marins britanniques nucléaires sont en Écosse. Donc ça supposerait de déménager l'arme nucléaire britannique et ainsi de suite. Il y a cette dimension-là. Mais pour la Catalogne, c'est simple, il sort. Alors la Catalogne, parce que c'est très compliqué ce que demande l'exilé belge, puisque maintenant il est exilé belge, M. Puigdemont. Il est en Belgique et vous avez vu que la Cour suprême espagnole a retiré la demande de mandat d'arrêt européen. L'a retiré pour que les élections se passent de manière plus paisible. Mais lui, il dit non, mais on sort, mais on reste. On sort, on reste, on garde l'euro, on garde tout et on reste, comme d'habitude. Et là, non, l'Espagne mettrait une frontière autour de la Catalogne, presque automatiquement. Et je pense que c'est fini, ça. C'est un essai, je crois, qui est raté. On verra. La Corse, elle n'a pas beaucoup de subsides de la politique européenne d'agriculture. C'est même. Allez, je vais être méchant là. Il n'y a pas de Corse ici parce que je vais être fusillé. Ça va, c'est pas grave. C'est quand même une région où il y a une fraude au budget communautaire, au budget européen non négligeable. La Corse. C'est le seul endroit où il y a des vaches en carton et des brebis en carton. Alors peut-être qu'aujourd'hui, 2017, elles ont disparu, tous ces éléments-là. C'est les endroits où certains budgets européens, et je le sais par une Corse, dans un hôtel en Corse, la dame m'a dit, vous savez, nous avons eu pour venir jusque dans mon hôtel, on a eu des subventions européennes pour que la route soit refaite.
La route n'a pas été refaite parce que les fonds européens ont été envolés. Parce que le système de la fraude au budget communautaire, là c'est un sujet qui dire beaucoup de choses, la fraude au budget communautaire, les gens, on pourrait dire optimistes, disent c'est 3% annuel de fraude au budget communautaire, 3% de 190 milliards. Hein, voilà un calcul rapide, 3% de 190 milliards fraude au budget communautaire. Les pessimistes, notamment les Allemands, disent c'est 10%. 10% de fraude au budget communautaire. Et la moyenne? Bon, vraisemblablement, ça doit être entre les deux, ça doit être 4%, quelque chose comme ça. Pour les Corses, c'est 10 alors. Hein? Pour les Corses, c'est 10. Il n'y a pas de statistiques. Donc, je ne peux pas vous le dire, il n'y a pas de statistiques, mais il y a eu... Non, mais c'est un exemple que j'aimais bien donner aux étudiants sur la fraude au budget communautaire. Alors, je pense qu'il y a eu maintenant des contrôles, des contrôles supplémentaires, enfin, les choses ont un peu disparu. Pourquoi je dis ça? Parce que ça a été découvert comme ça. Les contrôles du budget communautaire, pendant longtemps, la politique agricole commune, l'agriculteur, c'est moins le cas aujourd'hui, c'est différent, elle a évolué, elle est plus comme ça, c'était au nombre de têtes de bétail, au nombre de vaches. Je déclare 100 vaches, je déclare 120 vaches, 150, ainsi de suite. Et la déclaration, elle est faite au ministère français de l'Agriculture pour la Commission européenne et la direction de l'agriculture. Déclaration, donc, et de temps en temps, la Commission européenne fait des contrôles par photo, notamment par photo satellite. Elle prend des photos satellites de toutes les fermes qu'elle vérifie. Et un administrateur de la commission a pour fonction de compter le nombre de vaches. C'est passionnant comme job, hein, l'administrateur ou je sais pas, secrétaire, je sais pas quelle est la personne qui contrôle. Et le nombre de vaches. Vous avez déclaré 120 vaches, on a compté 120 vaches dans votre champ, donc pas de souci, c'est bon, tout est réglé. Mais ça a été découvert parce que un de ceux qui comptaient dit non, je sais pas, cette photo est bizarre, elle ne me plaît pas, il faut en refaire une autre. Alors, ils ont refait une autre photo quelques mois après, mais au moment où les vaches étaient quand même en prairie, bien évidemment. Fait une photo. Et en regardant les photos, en les comparant, les vaches n'avaient pas bougé de place. À 4 mois d'intervalle, les vaches étaient au même endroit. Donc ça a encore plus préoccupé. Elles avaient une, je sais pas combien, une vingtaine au même endroit. Donc, ça s'est fait par contrôle par hélicoptère. Un hélicoptère est descendu dans le champ et il a compté les vaches. Et puis il s'est aperçu qu'une bonne vingtaine de vaches étaient en carton et qu'on les déplaçait. Alors là, l'agriculteur n'a pas eu la bonne idée de déplacer les vaches d'un endroit. Et nous, avec mon épouse, quand on était en Corse, je me suis amusé à aller voir dans un champ et il y avait effectivement des brebis en carton aussi. Et c'est pas si vieux que ça, il y a, allez, 7 ans, 17 ans. Contrôle. En Grèce, il y a quelques disparitions de fonds européens. En Espagne aussi. Je ne vais pas être trop méchant, mais nous avons beaucoup d'outre-mer aussi. Donc là, c'est plus complexe aussi. Ce n'est pas systématique, mais c'est une vraie préoccupation. Parce que qui fait le contrôle, c'est normalement les fonctionnaires nationaux qui contrôlent. Et ça s'ajoute, voilà. Au nom de la subsidiarité, c'était bien évidemment les fonctionnaires nationaux. La subsidiarité, c'est on ne va pas créer des fonctionnaires pour. Observez par exemple, le Royaume-Uni doit créer très très vite 5000 douaniers, 5000 postes de douaniers. Et certains ont fait l'analyse, le Brexit va coûter à peu près 15 000 fonctionnaires de plus au budget de la Grande-Bretagne. Pour faire le travail fait par les autres. Il y a cette dimension. C'est contradictoire par rapport au propos précédent sur la subsidiarité, mais il y a une dimension. Donc c'est une solidarité entre les administrations. Là on le sait peu, mais les administrations travaillent ensemble. Très souvent travaillent ensemble. Et se retrouvent, dialoguent, discutent, il y a cette dimension aussi. Du dialogue en anglais? Souvent. Avantage du président actuel, il est parfaitement anglophone. Je n'ai pas compris comment l'Écosse pourrait, en cas de Brexit, réintégrer l'Europe. Ah non, mais elle candidaterait. Mais est-ce comment elle a un statut qui lui permet de candidater? Si elle a déclaré son indépendance, moi je ne Ah oui, non. Oui, mais ils ont voté contre récemment. Ah non, mais d'accord, mais les données sont changées maintenant. Avant le Brexit. Oui, avant c'est Brexit. Ça change. Non, parce que là, le dossier britannique, alors là, je ne veux pas vous importuner, vous garder très très longtemps, mais il y en a pour des heures et des heures. Sur le Brexit, aujourd'hui,
La question budgétaire est quasiment réglée. Madame May a dit que allez, 60 milliards, c'est bon, je paye les 60 milliards sur quelques années, mais je vais payer les 60 milliards, alors que ceux qui étaient contre disaient qu'ils allaient rapporter beaucoup de sous à la Grèce, c'est ça, hein, dans le Brexit, ça va nous rapporter des sous, là, ça, encore plus cher de partir, 60 milliards, ça y est, c'est réglé, mais le seul dossier qui est, alors là, celui-là, c'est une bombe, si on prend l'histoire, c'est une bombe entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, et le Grande-Bretagne, c'est une bombe. On revient en 1921-1922, c'est-à-dire, on peut remonter encore au-delà là-dessus, c'est une véritable bombe, parce que l'Irlande du Nord ne veut pas couper les ponts avec l'Irlande du Sud, et ça retourne, les débats entre les catholiques et les protestants, ça va repartir, et je crois que c'est vraiment extrêmement grave. Ah oui, le processus de paix est remis en cause derrière, vraiment très fortement. Ah oui, c'est énorme. C'est compliqué d'avoir, je crois que les unionistes d'Irlande du Nord ne veulent pas avoir d'autres conditions que le reste du Royaume-Uni. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait une frontière. Alors les autres Irlandais ne veulent pas de frontière. Et la majorité de Theresa May ne tient que le bras des c'est des unionistes qui ont apporté, bien sûr. Le Brexit a été voté. C'est ce que dit Tony Blair. Tony Blair dit, il l'a dit à plusieurs reprises, on pourrait revoter et ça ne serait pas forcément. Je pense que maintenant, ça devient plus compliqué parce que, disons, le travail de sortie a été vraiment largement avancé. Il y a vraiment un avancement en la matière. Mais quelque part, si les Britanniques changeaient d'avis, ben, ils changent d'avis. Voilà, ils changent d'avis et c'est comme avant. Au Parlement. Pardon ? Il faut qu'il soit voté au Parlement, je crois. Oui aussi. Oui aussi, mais certains spécialistes alors, du Royaume-Uni cette fois-ci disent qu'un nouveau référendum est possible. Mais revenir dans l'Union. Oui, ils sont dans l'Union, mais rien n'a changé aujourd'hui. Rien n'a changé. 2 ans, il y a des diplomates qui disent, sans émettre d'opinion, que techniquement, le Brexit pourrait ne pas être possible. Aussi. Mais ça, c'est une catastrophe pour l'Union, et encore plus pour le Royaume-Uni. Parce que le Royaume-Uni n'est pas libre de dialoguer avec le reste du monde. S'il n'est plus dans l'Union européenne, il n'est plus défendu dans les négociations internationales par l'Union européenne. Il devient autonome. Mais pour qu'il soit autonome, il faut qu'il ait coupé les ponts totalement avec nous. Et cette formule de Pascal Lamy, le Brexit, c'est faire des œufs avec une omelette. Tout à fait. Ah oui, c'est clair. Techniquement, oui, ça pourrait. Mais nous enfants, hein. Ah oui, justement, ça pourrait être impossible. Mais à mon avis, pour nous, c'est une chance qui part. Pas pour eux, mais pour nous, c'est une chance qui part parce qu'on peut faire de la politique. Non, on a parlé d'armée européenne, etc. C'est plus la provoque de ma part. Pour le numérique, comment on va faire? Parce que c'est bien ça, la guerre de demain. Alors là, tu le sais mieux que moi. Comment tu vois les choses? Parce que pour l'instant, on dit rien. Il y a des mesures techniques, il y a un certain nombre de choses, on voit les aspects, je dirais, info, etc. Mais c'est pas ça le vrai problème. Alors pourquoi je m'adresse en le tutoyant, c'est que nous sommes en train d'imaginer un apport de Grenoble, y compris à la question numérique pour l'Europe. On fait quelque chose dans le cadre du collectif Europe pour l'énergie et l'autre côté pour le numérique. Moi, ce que je vois, et là j'en étais un peu convaincu par le dialogue avec l'ambassadeur d'Estonie, qui est venu récemment évoquer les choses avec nous, je crois qu'on peut faire des choses en transformant l'administration de nos États, en transformant le fonctionnement de nos démocraties par le numérique. C'est-à-dire qu'on peut montrer que le numérique peut modifier profondément le fonctionnement général des États comme de l'Union européenne et aller plus loin que les Américains et montrer l'exemple. Moi, je crois que c'est par l'exemple pratique que l'on peut. Un peu comme quand il y a eu cette idée de faire la bibliothèque mondiale et que Google a développé une bibliothèque mondiale et que nous avons développé via la très grande bibliothèque en France et via l'Union européenne, les bibliothèques européennes, en montrant l'exemple de ce qui est possible de faire. Et moi je dis, parce que l'ambassadeur d'Estonie, le pays le plus numérisé de la planète, c'est l'Estonie. Sauf qu'ils sont 1 300 000.
1 300 000, c'est pas beaucoup. C'est un petit pays, ils sont numérisés. La conséquence, c'est que les ministres, lorsqu'ils viennent en Conseil des ministres, ne viennent avec aucun papier, ne viennent avec aucun téléphone, ne viennent simplement avec l'ordinateur du gouvernement et travaillent devant des ordinateurs. La conséquence, c'est que les délibérations du Conseil des ministres est automatiquement sur site internet pour les citoyens. Les citoyens estoniens regardent ce qui a été délibéré en Conseil des ministres. Vous voyez, je crois que c'est par l'exemple. Moi, mon idée, c'est par l'exemple. Faire des choses par l'exemple. Est-ce que tu as perçu dans les gros pays, ceux qui ont plus d'1 million d'habitants, une espèce de volonté de prendre l'exemple sur ce qu'a fait l'Estonie? Oui, là par exemple. Tu as perçu ton discours, tout ça. Oui, l'Allemagne est comme ça, l'Italie est comme ça. Je dis l'Allemagne, l'Italie, c'est un certain nombre d'autorités. Et par l'exemple. Parce que certains disent, et notamment le rapport, je l'avais déjà évoqué, ce rapport sur l'Europe, une colonie américaine, faire un GAFA européen, ça ne prend pas, un Google européen, ça ne prend pas, parce que la majorité des utilisateurs utilisent Google. Les plus gros utilisateurs sont les Européens en plus. Alors, ils utilisent plus que les Américains. Donc il y a sur ça. En revanche, on peut les faire plier en matière fiscale. Et ça a déjà fonctionné. Et les sommes versées, c'est pas négligeable. On est le milliard, 10 milliards, enfin, c'est des sommes gigantesques qui sont décidées par la Cour de justice de l'Union européenne. Et les États-Unis trouvent que les Européens arrivent à mieux faire payer les GAFA qu'eux-mêmes. Donc là, de ce point de vue-là, c'est un exemple fiscal. C'est difficile parce que nous ne sommes pas solidaires les uns vis-à-vis des autres en matière fiscale. Et c'est un vrai problème. Alors, on me dit d'arrêter, donc il faut que j'arrête. Allez, allez-y. Je veux dire qu'il y a une nouvelle règle européenne sur les données personnelles. Oui, oui. Qui s'applique énormément aux entreprises type Google ou Facebook. Oui. Et alors, son application au 1er mai 2018, elles ne sont pas encore d'application pour certains d'entre eux, la révision des directives. Oui, vous avez raison. Mais là, je crois que c'est pas. Au fond, par la solidité de notre exemple juridique, en quelque sorte, sur les données. Google doit enlever à peu près aujourd'hui sur les demandes, je crois, l'année dernière, c'était 500 000 demandes de retirer des documents. C'est quasiment que des Européens. Que des Européens qui ont fait ces demandes. Parce que c'est un règlement européen. C'est un arrêt de la Cour de justice. C'est un arrêt de la Cour de justice sur le droit à l'oubli qui a été pris au déréférencement. Donc là, je crois que sur les usages, moi je le vois plus sur les usages que sur l'énorme machine. Même si d'autres disent, on n'a qu'à faire Airbus numérique ou mais ça prend du temps, c'est compliqué. On s'est fait battre sur le GPS par exemple, on s'est fait battre sur le GPS et il est en train de naître, les satellites sont mis en liaison les uns avec les autres, mais ça prend du temps. Donc à mon avis, il y a un très bon rapport du Conseil d'État sur les plateformes numériques. Katia me dit que je dois arrêter. Merci beaucoup.